Merci beaucoup. Merci de l'avoir mis en bruit. Donc, en effet, je vais essayer de vous faire un petit panorama de ce que nous savons sur ces fameuses matières noires. Alors déjà, pour situer le contexte, que représente la matière noire dans le contenu total de l'univers. Donc, on représente toujours ce petit camembert, qui vous donne un petit peu l'état des lieux. On va en dire quelque chose. La densité moyenne de l'univers est assez faible, comme vous pouvez le voir, 10-29 grammes par centimètre cube. Alors, c'est tout ce qui nous entoure, la matière de cette table, si ça compte en grammes par centimètre cube. Vous voyez que l'univers moyenne est très très dilué, contrairement à une planète comme la Terre. Mais dans tout le contenu, on a quoi? On a la matière ordinaire des atomes, qui sont l'hydrogène et toute la matière carbone et tout dans ça vous fait. Et ça, ce n'est que 5% du total, ce qui nous rend très humbles parce que nous ne représentons que très peu dans l'univers, en 5%. Nous avons de la matière noire dont on va parler aujourd'hui, mais qui n'est d'une nature qui n'est pas connue. C'est-à-dire que ce ne sont pas des atomes, des neutrons, des protons, des quarks, tout ce que vous voulez qu'on connaît. C'est quelque chose d'exotique. Et donc, on appellera ça non baryonique, parce que les baryons, c'est connu, les protons, neutrons, et non baryonique. Et puis le reste, on ne dira rien aujourd'hui, c'est encore plus mystérieux, c'est l'énergie noire, 70% du contenu de l'univers, et ça, on s'en est aperçu assez récemment, en 1998, on s'est aperçu que l'expansion de l'univers était accélérée, et pour cela, il fallait qu'il y ait une force répulsive, et non pas attractive comme la gravité, donc il fallait un composant nouveau, qu'on appelle les énergies noires, mais dont on ne sait absolument rien, et qui a une force répulsive. Donc, j'en dirai rien aujourd'hui, mais c'est pour situer dans ce dont on va parler, c'est cette matière noire qui fait 26% du total. Donc les baryons, comme je le disais, c'est la matière ordinaire. Et puis cette matière noire, on va voir qu'on sait de moins en moins, on croyait depuis 1985 qu'on savait un petit peu ce que c'était, on l'a cherché dans les accélérateurs, on l'a toujours pas trouvé, donc c'est encore plus mystérieux. Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Comment on a découvert cette matière noire? Ça fait longtemps. Ce mystère, en fait, il ne semble pas qu'on va le résoudre d'ici peu, puisque ça fait près d'un siècle que nous l'avons. Alors, qui est-ce qui a parlé la première fois de matière noire? C'est Fritz Zwicky, il est là. Fritz Zwicky, comme la photo le montre bien, était quelqu'un avec un caractère très difficile. Mais qui méprisait un peu ses collaborateurs, il les appelait toujours des imbéciles. Et même des imbéciles sphériques, c'est-à-dire des imbéciles de quelques côtés qu'on prend. Donc il était célèbre pour cela. Et donc, et c'est vrai, il avait raison, il est en avance dans son temps. En français, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré il regardait la masse de Thomas. La masse est un amas de galaxies Thomas, qui est symbolisé par le dessin ici. Donc, un grand nombre de galaxies. Ces galaxies sont formées donc de matière ordinaire, des étoiles, du gaz. Et ce gaz émet des raies particulières qui, par leur effet Doppler, un petit peu comme pour les radars, on a un effet Doppler, on peut mesurer la vitesse de ces galaxies. Donc, il a mesuré la vitesse de ces galaxies. Bon, il travaillait avec le télescope de Californie, le Palomar à l'époque, le plus grand télescope. C'est un Suisse, mais qui a trop vécu aux États-Unis. Et il avait mesuré que la vitesse relative de ces galaxies dans le mode commun était de 1000 km par seconde. Alors, cette dispersion de vitesse entre les galaxies vous donne une petite idée de la masse qu'il faut pour retenir ces galaxies. Parce que si vous n'avez pas assez de masse, cette vitesse va faire exploser l'amas et on ne devrait pas observer d'amas. Donc, on peut regarder, on peut essayer d'équilibrer l'énergie potentielle de l'amas, avec toute la masse qu'il y a, et puis l'énergie cinétique de toutes ces galaxies. Et on s'aperçoit qu'il faut une masse très très grande dans l'atome, donc puissance 14 de masse solaire, la masse du Soleil. On prend toujours l'unité masse solaire. Et ça veut dire que le rapport entre la masse et ce qu'on voit, la luminosité, donc ce qu'on appelle rapport masse-luminosité, est très très grand, 500 fois plus que le rapport de la masse du Soleil sur la luminosité du Soleil, qui peut servir d'unité sur le Donc, normalement, si les galaxies étaient faites juste d'étoiles, on devrait avoir un rapport 1, puisque les étoiles sont ensemble au Soleil, donc on devrait avoir M sur M 1. Eh bien, on a 500. Donc, ça a quand même dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut 100 fois plus, on peut peut-être dire qu'il y a des masses d'étoiles un peu plus petites que celles du Soleil, donc il y aurait
elle rayonne moins, donc on pourra avoir sur elle 2, 3, 4, 5, mais il y a au moins un facteur 100 qui manque. Donc 100 fois plus de matière que ce qui est visible. Et donc, gros mystère, il avait émis quelques hypothèses. Soit il y a beaucoup plus de matière dans chaque galaxie, ce qui est possible, soit il y a de la matière entre les galaxies, ou encore même de l'obscuration, puisqu'on savait que dans certaines galaxies, comme la Voie lactée, on a de la poussière qui nous empêche de voir toutes les étoiles. Donc peut-être qu'on ne voit pas toutes les étoiles, donc ça quand même c'était difficile d'avoir un facteur 100. Ou alors, il y avait même une belle hypothèse que peut-être que la gravité n'est pas celle qu'on croit, c'est-à-dire que Mach est la loi de Newton ou la loi d'Einstein jusqu'à ces échelles-là, puisque personne n'a vérifié que la loi de la gravité était la même à ces échelles-là. Il y avait aussi, très tôt, hein, en 1932, il y avait aussi Karl Borg qui était un astronome hollandais qui voyait aussi dans la Voie lactée, dans notre propre galaxie, il avait regardé les mouvements des étoiles perpendiculaires au plan. La Voie lactée, c'est un plan, un disque, et les étoiles tournent dans le disque. Et il regardait les vitesses par effet Doppler des étoiles, et il voyait que les vitesses étaient très grandes, beaucoup plus grandes aussi que la masse qu'il y a dans la Voie lactée. Ce n'était pas au-delà de la Voie lactée. Peut-être, et même, quand on regarde bien, Poincaré, donc si on est un peu chauvin, Poincaré avait parlé en 1906, donc même avant Electricity, il y a un article qu'on peut retrouver ici sur la Voie lactée qui avait pensé que il y avait beaucoup plus de matière que ce qu'on voit. Il pensait que c'était les étoiles obscures. Alors c'est possible puisque les étoiles rayonnent pendant un certain temps et lorsqu'elles n'ont plus de combustible, le combustible qui fait rayonner les étoiles, c'est l'hydrogène qui se transforme en hélium par une fusion nucléaire. Donc, quand on n'a plus de combustible, l'étoile va soit exploser en supernovae, devenir un trou noir, ou une étoile à neutrons, on va faire ça. Elles sont complètement obscures, donc il pourrait qu'il y ait tellement d'étoiles obscures qu'il y a beaucoup plus de masse. Donc là, c'était une hypothèse, mais c'était pas en dehors de la Voie lactée, c'était toujours dans la Voie lactée. Alors, on a commencé par les amas de galaxies, de voir un petit peu cette grande différence entre la masse dynamique, en fait, celle qui est donnée par les vitesses, et bien la masse visible. Et par contre, dans les galaxies, c'est venu très très longtemps après. Et pourquoi? Parce que c'était très difficile de mesurer la courbe de rotation dans une galaxie à disque. C'est vraiment comme un microsillon, ça tourne autour du centre. Et on va mesurer la vitesse de rotation des étoiles, du gaz, autour du centre de la galaxie. C'est ce qu'on appelle courbe de rotation. Ici, vous en avez une. Ici, c'est la vitesse en kilomètres par seconde. Alors, par exemple, le Soleil tourne dans la Voie lactée avec une vitesse de 200 km par seconde autour du centre de la galaxie. Donc, c'est à peu près la même chose dans la nébuleuse d'Andromède, qui est notre galaxie spirale la plus proche, qu'on appelle Messier 31. Et on voit que la vitesse, en fonction de la distance au centre, ici, eh bien, elle monte comme ça, qu'ensuite elle redescend. Mais il y avait énormément de la dispersion. Chacun faisait des mesures. Alors, le premier qui a mesuré la courbe de rotation de notre voisine Andromède, c'est Babcock en 1939, donc un petit peu après Zwicky. Et puis, il disait, bon, mais c'est pas très très clair parce que on mesure des étoiles ici, on mesure des étoiles ici, c'est très dispersé. Donc, c'était pas assez clair comme le résultat de Zwicky qui était vraiment très clair. Il y a un facteur 100 qui manque. Ici, pas trop clair. Alors, ici, c'était seulement les raies optiques, ce qu'on voit dans le visible, et donc la courbe de rotation des étoiles dans la Voie lactée. Donc, ça va pas très loin, ça va juste à la distance, le rayon optique d'une galaxie. On a découvert en 1952 que dès après-guerre, justement, on faisait de la radioastronomie. On avait découvert dans les années 1933, Johnson avait trouvé que il y avait des ondes radio. Donc, c'est un peu de la lumière, mais c'est dans les longues d'ondes qui sont centimétriques, métriques, etc. Et donc, Yann Borg aussi, donc on a parlé précédemment, avait demandé à son étudiant de dire, mais si on avait une raie, un petit peu comme dans l'optique, mais en radio, on pourrait voir peut-être plus loin, parce qu'en fait, l'hydrogène, qui est le composant majeur de l'univers, quand on regarde l'univers, il y a un petit peu de carbone, hélium, etc., mais le composant majeur, c'est l'hydrogène. Donc, si on pouvait avoir une raie d'hydrogène en radioastronomie, on verrait beaucoup plus loin.
Pourquoi? Parce qu'en radioastronomie, vous n'avez pas d'obscuration par la poussière. Donc, vous pouvez voir, en fait, si les galaxies, on ne voit pas la masse visible parce qu'on est obscurci par la poussière. C'est vrai dans le visible. Mais en radio, tout passe. Il n'y a pas d'obscuration. Et en effet, l'étudiant dehors a trouvé, dans les années 49-50, qu'il y avait une raie d'hydrogène à 21 cm de longueur d'onde. C'est une raie hyper fine du niveau fondamental d'hydrogène. Elle est presque interdite, c'est-à-dire il y a un atome qui émet spontanément cette raie tout un million d'années. Donc dans le laboratoire, vous ne voyez pas, mais comme dans l'univers, il y a tellement d'atomes d'hydrogène sur la ligne de visée, que vous pouvez détecter une raie très facilement. Donc avec les télescopes, les radars qui avaient été déployés pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez plein de télescopes, plein de paraboles, et donc ils ont observé en 1951 l'arrêt de l'atome d'hydrogène dans l'espace. Ça a été une révolution, car on va voir que les galaxies, le disque des galaxies, est beaucoup plus grand en gaz hydrogène qu'en optique. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ces courbes de rotation. Alors j'explique un peu mieux qu'est-ce qu'on parle quand on dit courbe de rotation. Voici une galaxie, donc c'est un disque avec une spirale, vous avez vu dans le ciel, et donc on voit bien que lorsqu'elle est un peu inclinée, vous avez de la matière qui tourne ici, qui s'éloigne de vous, et puis cette matière, comme elle tourne, elle va revenir vers vous. Donc l'effet Doppler ici, il est nul. Donc, vous avez une raie qui n'est pas ni rougie ni bleuie. Et puis lorsque ça vient vers vous, il y a plus d'énergie, ça bleuit. Et lorsque ça s'éloigne, ça rougit. D'accord? Donc vous allez mesurer cet effet-là, un petit peu comme pour l'ambulance, mais un son plus élevé ou moins élevé. Et donc c'est cette courbe de rotation que vous mesurez. Donc ce qu'on voit, c'est que d'un côté où c'est rouge, on a une vitesse qui grande, et du côté où c'est bleu, vitesse qui est. Alors évidemment, c'est symétrique en général, pas tout à fait, mais enfin on le symétrise, et on voit cette courbe de rotation, vitesse en fonction du rayon. Donc quel est le problème donc, dans le concept pour retrouver la masse? Eh bien voici par exemple la courbe de rotation de notre Voie lactée, ici le Soleil, nous sommes à peu près ici. Vous voyez la Voie lactée vue de dessus, évidemment ça c'est une vue d'artiste, puisque nous sommes au milieu, nous sommes à peu près là, le Soleil. Il y a une barre dans la Voie lactée, il y a des bras spiraux, nous sommes là, et ce que nous voyons, c'est une galaxie vue par la tranche. Alors, on la reconstitue, le Soleil est là, et les points de mesure, ce sont les étoiles. Vous voyez la vitesse en kilomètres par seconde en fonction des rayons. Alors ici, j'ai une unité qui est 1000 parsec, parsec c'est 3 années-lumière. Donc ici, ça nous ferait 30 000 années-lumière. La taille de la galaxie, optiquement, c'est en diamètre 100 000 années-lumière. Donc le Soleil est ici, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit bulbe. Le bulbe va rendre compte de cette vitesse-là. Il y a un disque. Le disque va rendre compte de cette vitesse-là. Et puis, on voit bien que s'il n'y avait que le bulbe et le disque, c'est-à-dire visible, on devrait prédire cette courbe qui descend. Alors si on va très très loin, en dehors du disque optique, on n'a plus de masse, puisque l'essentiel de la masse visible, c'est les étoiles. Donc on s'attend à trouver une vitesse qui tend vers zéro, de façon keplérienne. Donc ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est plat, 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 plat. Et justement, on voit que quand on s'arrête au rayon optique, c'est pas très clair, mais quand on voit pas très très loin, là où il y a quelques gaz, eh bien, ça devient très clair. Et on voit qu'on tourne très vite. Alors voici par exemple une galaxie, qui est Messier-83, une galaxie bien connue dans l'hémisphère sud. Vous voyez que la galaxie optique, elle est très petite. On a un zoom dans le centre, elle rentre dans le petit trou ici. Et tout ce que vous voyez en orange-jaune, c'est des fausses couleurs. Et c'est une cartographie faite avec l'hydrogène atomique, donc l'atome d'hydrogène, à 21 cm de longueur d'onde. Donc c'était un télescope radio qui a cartographié là. On en voit qu'il y a des bras spiraux qui n'ont pas tout à fait la même chose que les bras spiraux qu'on voit en optique, et qui vont bien plus loin. Et c'est là qu'on a l'évidence totale qu'il y a beaucoup plus de masse que prévu, parce qu'on s'attendrait à ce que ça tombe carrément, et c'est toujours plat. Vous voyez toute une série de courbes de rotation ici. Le Soleil sera à peu près là, et donc ça va bien au-delà du disque optique de la galaxie. Le gaz, lui, il représente très peu de masse. On a à peu près 5 à 10% de gaz, de masse de gaz, par rapport à la masse visible d'étoiles. Donc c'est surtout un traceur de la masse totale. Et on voit qu'il y a beaucoup de matière noire. Donc on a un halo de matière noire autour de toutes les galaxies. Ça, c'est peu à peu qu'on a obtenu ce résultat. Vous voyez, c'est 1930, 1940, 1950. Personne ne croyait au résultat de Zwicky. On tenait, c'était complètement fou.
Et puis, en 1970-80, on s'est dit, oui, à force de mesurer les courbes de rotation, toutes les courbes de rotation sont plates et on a vraiment beaucoup de matière noire. Alors évidemment, ça c'était au fur et à mesure, on ouvre des fenêtres. On avait la fenêtre optique pour regarder en astronomie, on a eu la fenêtre radio, et puis tout d'un coup, on a eu une fenêtre en rayons X. Alors les rayons X, on a été obligé d'envoyer des satellites en dehors de l'atmosphère, puisque l'atmosphère nous absorbe tous les rayons X qui nous viennent de l'espace. Donc, on a envoyé des satellites en 1966 et on s'est aperçu que dans les amas de galaxies, on avait toute une émission diffuse qui avait toute la taille d'un amas de galaxies. Alors ici, c'est l'amas de Coma, c'est justement l'amas que Zwicky avait trouvé qu'il y avait 100 fois plus de matière noire que matière visible. Et tout d'un coup, on voit du gaz qui rayonne dans les X. Pourquoi? Parce qu'il est très chaud, 100 millions de degrés. On n'a même pas besoin de dire Celsius ou Kelvin, 100 millions de degrés, c'est tout de suite, c'est clair. Donc, à 100 millions de degrés, pourquoi? Parce que il est en équilibre entre l'énergie cinétique pour l'agitation des molécules et puis le potentiel de la masse qui est très profond. Donc, il est en équilibre, il ne se refroidit pas. Et l'équilibre, c'est exactement, vous pouvez dire, 1000 km par seconde. Les vitesses que mesurait Zwicky avec les galaxies, c'est la vitesse des molécules qui correspond à 100 millions de degrés. Donc, on a bien du gaz qui est en équilibre avec la masse. Et alors là, on a bien une masse qui est très grande. Au début, on s'est dit, mais ce gaz, il est très massif. On commence à calculer la masse de ce gaz qu'on n'avait pas vu avant, ceux qui n'avaient pas vu, c'est les mecs qui ont rayon X. Donc on voit qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre, on voit d'autres masses qu'on n'avait pas vues. Et en fait, la plupart de la masse de la masse Coma est dans le gaz chaud. Il y a 10 fois plus de masse dans le gaz chaud qui révèle en Lune que dans les galaxies. Donc on voit bien que Zwicky s'est trompé d'un facteur 10. Mais il en reste encore. Au début, on s'est dit, mais ça y est, on a trouvé la matière noire, c'est ça. En fait, non. Il y en a toujours 5 fois plus que la matière visible. C'est le petit camembert que j'ai fait au début. On a 5% de marion et 27% de matière noire. Ce rapport-là, maintenant, il est déterminé avec une grande précision. Donc, il faut bien dire que tout ce qu'on voyait avec l'œil, c'est pas le coup. Dans l'examen, en tout cas, on a 10 fois plus de masse dans le gaz chaud. Alors là, c'est à grande échelle. Et puis, on l'est encore plus grande échelle, la densité de l'univers. La densité de l'univers va nous renseigner sur justement la quantité de matière noire. On a l'impression qu'on a de plus en plus de matière noire à plus ou moins grande échelle. Donc, à l'échelle des galaxies, il n'y en avait pas énormément. Il y a un facteur 2 ou 3. À l'échelle des amas, un facteur 5, 6. Et puis, à l'échelle de l'univers, on a vu qu'il y avait ce rapport entre 5% et 25%. Donc, comment on fait pour avoir la densité de l'univers? Eh bien, il y a les équations d'Einstein qui ont été obtenues en 1915, la relativité générale. J'ai appris que vous aviez eu un séminaire sur la relativité générale, donc vous connaissez tout. Donc, vous savez que la relativité nous dit que la gravité n'est pas une force comme les autres. La relativité relie la quantité de masse qu'il y a dans l'univers, masse et l'énergie, à la courbure, la géométrie de l'univers. Donc, il y a une équation avec à gauche la géométrie de l'univers et à droite le contenu de masse. Donc, on voit que, alors on va mettre cette quantité oméga qui est, on normalise la densité moyenne de l'univers à la densité critique. Alors, pourquoi critique? Ben, c'est la densité critique où l'univers devient, soit il est fermé et à une courbure positive, un petit peu comme la sphère qui est ici. Alors, dans la dessin que je fais, il faut bien dire que l'univers, c'est à 2 dimensions. On n'arrive pas à représenter à 3 dimensions, pour généraliser. C'est assez difficile d'avoir une courbure déjà à 2 dimensions, mais alors à 3, c'est difficile. Donc là, imaginez que notre univers, c'est la surface de la sphère. L'univers serait à une courbure positive et il serait fini. C'est là que vous partez d'un côté, vous remontez, donc c'est un univers fini. Alors ça, c'est lorsque la densité est supérieure à la densité critique. La densité critique, c'est très petit. Lorsque la densité est inférieure à la densité critique, alors on a un univers infini et la courbure est négative. On donne un peu cette scène de cheval pour montrer comment la courbure peut être négative. C'est toujours l'univers, c'est la surface, et puis oméga égale 1, exactement la densité critique, alors on a un univers plat, donc sans courbure. Bon, ça ne veut pas dire que c'est une feuille, c'est toujours à 2 dimensions, il faut s'imaginer à 3 dimensions. Alors qu'est-ce que ça veut dire un univers plat à 3 dimensions? Ça veut dire que le photon, lui, qui suit les lignes de plus grande pente, eh bien, il va en ligne droite.
Et en fait, notre univers, on est dans ce cas-là. Il simplifie beaucoup les dessins et les calculs, parce que le photon va en ligne droite. Ça, j'en ai aperçu. Alors, la quantité de masse qu'il y a dans l'univers nous donne justement le destin de l'univers. Si on a, en fonction du temps, la taille caractéristique de l'univers, une taille qu'on va prendre en 1 aujourd'hui, quand on regarde ce qu'elle devient par expansion, on sait qu'il y a eu un Big Bang ici, un état très très condensé, très court de l'univers, et puis en fonction de cette densité, si la densité est trop forte, par exemple elle est 5 fois plus que la densité critique, eh bien la gravité va faire retomber l'univers sur lui-même et on aura un Big Crunch. On n'est pas dans ce cas-là du tout. Et puis, critique, on serait là. L'univers ouvert, on serait dans ce cas-là. Et en fait, on est exactement dans l'univers rouge. C'est-à-dire qu'on a, alors on a cette énergie noire, hein, que je mentionnais au début, qui fait que c'est la somme des deux qui doit être égale à 1 pour avoir un univers plat. Et c'est en effet là-dessus que nous sommes. On voit que l'expansion est accélérée et s'accélère de plus en plus. On va devenir un univers très très dilué de façon exponentielle grâce à cette énergie noire. Elle est dans cette géométrie-là. Comment on le sait? On a appris beaucoup sur la géométrie de l'univers et sur les caractéristiques de l'univers avec le fond cosmique du fond. Alors, qu'est-ce que c'est que le fond cosmique du fond? C'est un rayonnement de fond qui nous vient du Big Bang. Le Big Bang, au départ, on avait un univers très dense et très chaud, plus que des milliards de degrés. Et puis, dans l'expansion, il se refroidit. Et donc, au départ, on n'avait que du rayonnement. La matière va être créée peu à peu en se refroidissant. Et ce rayonnement, il reste aujourd'hui et il se refroidit de plus en plus. Et aujourd'hui, il vaut 3 degrés Kelvin. Plus exactement, 2,7 3 degrés Kelvin. Et c'est dans ce rayonnement que l'on détecte aujourd'hui, et qui est un peu le vestige du Big Bang, qu'on va connaître toutes les caractéristiques de l'univers. Alors, comment on peut connaître ça? Eh bien, vous avez sans doute vu cette image, qui est l'image de tout le ciel fait avec le satellite Planck. Il y a eu plusieurs satellites qui sont allés regarder l'espace dans cette longueur d'onde-là. Alors, 3 degrés K, qu'est-ce que c'est? C'est un corps noir qui rayonne à une base, quelque chose de très froid. Un petit peu comme le fer blanc, ce serait quelque chose qui rayonne en optique, parce qu'il est assez chaud. Lorsqu'on a un univers qui est à 3 degrés K, la longueur d'onde qui correspond à ce rayonnement, c'est la micro-onde, c'est-à-dire 3 mm de longueur d'onde. C'est exactement vous avez un four micro-ondes, c'est ça, c'est les millimétriques, les longueurs d'onde millimétriques. Donc, dans ces longueurs d'onde millimétriques, on est allé dans l'espace. Alors, pourquoi dans l'espace? Parce que quand même, il y a une partie qui est absorbée par l'atmosphère. Pas complètement. On peut observer quand même du rayonnement millimétrique sur Terre. Mais pour avoir autant de précision que ça, il a fallu aller dans l'espace. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des fluctuations qui nous viennent du Big Bang. Pourquoi? Parce que il a fallu soustraire le fond du Big Bang domine tout le rayonnement de fond de l'univers, domine l'optique. Si vous aviez des yeux à 3 mm de longueur d'onde, qui pouvaient regarder dans cette longueur d'onde-là, vous verriez un brouillard complet. Donc il y a 100 fois plus d'énergie qui nous vient dans ce rayonnement-là que dans le rayonnement des étoiles. Donc dans cette pièce-là, déjà de centimètres cubes, vous avez 400 photons du Big Bang qui nous entourent. Alors vous êtes traversés par les milliards de ces photons-là, toutes les secondes. Donc le rayonnement qui domine dans l'univers, c'est le rayonnement du Big Bang, aujourd'hui. Donc ce rayonnement, on est tellement saturé par ce rayonnement qu'il a fallu enlever cette constante. Ensuite, on a enlevé aussi, une fois qu'on a enlevé ce fond, on a quand même un petit peu de rayonnement de galaxies dans le micro-ondes, qu'on enlève aussi. Et puis, il reste ça. Alors ça, ce sont des fluctuations de ce fond. Et ces fluctuations, un petit peu de bleu, un peu de rouge, elles sont très petites, 101 pour 100 millième, 10-100. Donc c'est toutes petites fluctuations. C'est pour ça qu'il faut aller dans l'espace pour le voir, car c'est vraiment des toutes petites fluctuations par rapport à la constante, qui est le fond cosmologique. Et ces petites fluctuations, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le vestige de ce qu'il y avait au départ, lorsque l'univers n'était fait que de rayonnement. Il y avait un tout petit peu de baryons, d'atomes, en fait, comme ils étaient en équilibre avec le rayonnement, ils étaient ionisés, c'était un plasma. Vous avez des protons, des électrons. Ces protons et électrons sont très couplés avec les photons.
et ils vont osciller comme des ondes acoustiques. On appelle ça ondes acoustiques. Vous voyez que si je fais la puissance de toutes ces tailles, si vous avez des tailles, alors si c'est 2 degrés d'angle, hein, on peut les mettre aussi en multipôle, mais on va prendre juste les degrés d'angle. Ici, vous avez 90 degrés, donc des grandes tailles, et ici, 0,2 degrés, 0,1 degré, donc des petites tailles. Vous voyez que vous avez une grande puissance à certaines valeurs des ondes, certaines tailles, et puis d'autres moins, et tout ça, ce sont les ondes acoustiques. Alors, vous avez des photons qui, avec les baryons au début de l'univers, font ce concert d'ondes, si vous voulez. Et ici, c'est l'horizon sonore, c'est la plus grande taille qu'a pu, depuis le Big Bang, se propager le son. C'est ça que vous avez un point. Donc cet horizon sonore, on le connaît bien, parce qu'on connaît la vitesse du son dans ce plasma. C'est la vitesse de la lumière sur racine de 3, peu importe. On connaît bien cette vitesse. On connaît le moment où les ondes acoustiques ont stoppé. Quand elles ont stoppé, c'est que l'expansion de l'univers était telle que la température est tombée en dessous de 3000 degrés. Et 3000 degrés, c'est la température à laquelle le proton et l'électron se recombinent pour former l'atome d'hydrogène. Donc après, on devient neutre. Et lorsqu'on devient neutre, les photons n'interagissent plus avec la matière. Ils interagissent qu'avec les particules chargées. Donc ce temps de neutralisation de l'univers, ça arrive à 400 000 ans à peu près après le Big Bang. Donc on connaît la taille de l'horizon sonore. On sait quelle taille a pu parcourir le son depuis le début. Donc vous voyez que cette taille, on sait que c'est 1 degré dans le ciel, et on connaît la taille. Donc on peut savoir si l'univers est plat ou pas. C'est comme ça qu'on a pu avoir la courbure de l'univers. Imaginez que vous avez un observateur ici. Vous avez une règle standard, quelle est la taille de cette horizon, et puis on mesure un certain nombre. Donc si on le mesure, vous voyez, 1 degré, 2 degrés, 0,5 degrés, eh bien, si on le mesurait comme ça, ça veut dire que le photon ne va pas en ligne droite, donc l'univers serait ouvert. Ici, il serait fermé, etc. Donc la précision avec laquelle on mesure le premier pic vous donne la courbure de l'univers. Vous voyez que je n'ai pas fait attention, la barre d'erreur, ici, tout ça, c'est les barres d'erreur de mesure. C'est très petit, on a extrêmement une très grande précision. Alors, on n'a pas beaucoup de précision ici. Pourquoi? Parce que le nombre de structures très grandes est limité. Vous voyez qu'on a une structure, 2 structures ou 3. C'est ce qu'on appelle la variance cosmique. Dans notre univers, on n'a qu'un seul univers, on ne peut pas avoir 3 ou 4 grandes tailles. Par contre, les petites tailles, on en a beaucoup. Et donc, on a très peu de barres d'erreur. Je ne sais même pas si vous le voyez. C'est très précis. Donc, grâce à cela, vous voyez qu'on a la position du premier pic, et donc on sait que l'univers est exactement plat. Ça nous donne grand-chose sur la quantité de matière et la quantité de matière noire qu'il y a dans l'univers, puisque la platitude est reliée à la quantité de masse que vous avez dans l'univers. On a tiré beaucoup de choses d'ailleurs. On a beaucoup tiré d'informations, comme par exemple l'âge de l'univers qui est aux 13,8 milliards d'années. Donc, revenons maintenant à cette matière noire. On sait qu'elle existe donc, à très très grande échelle. Maintenant, on sait qu'il y a un rapport de 25% ou 5% entre matière noire et matière ordinaire. Et puis, on aimerait savoir où est-ce qu'elle est dans les amas, dans les galaxies, etc. Et là, on a un outil très important que vous voyez ici, c'est les lentilles gravitationnelles. Vous voyez un amas de galaxies. Ici, on a une grosse galaxie, le centre d'un amas. On l'appelle la plus brillante de l'aura. C'est une galaxie en général cannibale qui mange toutes les galaxies voisines. Et puis, il y a certainement un gros potentiel gravitationnel. Et vous voyez des arcs ici. On a mis un certain temps à découvrir. Et une des premières découvertes a été faite à Toulouse, justement, en 1987. C'était Geneviève Soukaï et ses collaborateurs. Et au début, en fait, là, c'est une image du Hubble Space Telescope, donc avec beaucoup de résolution. Au début, quand on a juste des télescopes au sol, on n'a pas beaucoup de résolution et tous ces arcs étaient brouillés et on ne les voyait pas. On s'est aperçu seulement il y a 20 ans ou 30 ans. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'arcs. Et ces arcs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des galaxies d'arrière-plan dont la luminosité, les rayons lumineux sont déviés par le potentiel gravitationnel de l'amas. Un petit peu, lorsque vous mettez un caisson de bouteille, vous regardez un paysage derrière, le paysage est tout déformé. De forme des arcs, mais c'est ça. Donc on peut. Pardon? Ça nous a été expliqué. Ah ben c'est formidable, donc vous savez tout là pour les lentilles gravitationnelles.
Donc, vous savez que ces lentilles sont un outil pour déduire la masse que vous avez là. Donc, on a la masse par la main. Donc, ici, à nouveau, je ne décris pas, hein, on sait comment on peut avoir des galaxies de fond qui font des déformations. Donc, vous savez tout. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la matière visible, alors la matière visible dans un amas, comme je le disais, c'est essentiellement le gaz très chaud qu'on l'indique. Hein, on l'a mis en rouge ici, donc mesuré par un télescope spatial, champ A. Et puis, la matière noire, comment on l'a déduit, la matière noire, on ne la voit pas, mais elle est déduite des lentilles gravitationnelles, des arcs. Alors, par les arcs, on fait un modèle, et on en déduit quelle est la matière totale. Alors, quand on regarde la matière visible et la matière totale, et qu'on le superpose, on voit que c'est à peu près correspondant. Alors, c'est pas exactement, pourquoi? Parce que quand même, il y a des incertitudes, on n'a pas des arcs partout, on ne peut pas savoir exactement partout où est la matière noire, mais en tout cas, lorsqu'il y a des vides, eh bien, le vide est vide, il est vide de matière normale et vide de matière noire. Donc, la matière noire n'est pas dans les creux de la matière, il est associé à la matière. Bon. Et à petite échelle, c'est aussi vrai. On a cette fameuse relation qu'il y a entre la vitesse du plateau des courbes de rotation. Là, je vous montrais que les courbes de rotation avaient tout un plateau. Donc, ce plateau nous donne un petit peu la quantité de matière noire qu'il y a dans une galaxie. Donc, là, c'est la matière noire. Et puis ça, c'est la matière visible, la matière de l'Orient. Donc, on voit qu'il y a une très, très bonne relation entre ces deux, qui n'était pas prévue, pas attendue. On pourrait très bien dire, bon, ben, dans cette galaxie, il y a plus de matière noire que dans l'autre, etc. Pourquoi il y a une telle relation? Enfin, cette relation a été obtenue il y a assez longtemps. Et le but d'avoir cette relation, c'était d'avoir la distance, pour mesurer les distances. Parce que la vitesse ne dépend pas de la distance. Vous avez l'effet Doppler, vous avez une vitesse. Par contre, la matière, qui dépend de la luminosité, dépend du carré de la distance. Donc, si vous avez une très très bonne relation, vous mesurez la vitesse et vous avez tout de suite la distance. Vous avez la luminosité et la luminosité intrinsèque. Donc, c'était une loi qui n'était pas faite pour détecter la matière noire, mais finalement, elle nous sert beaucoup. Et on s'aperçoit qu'il y a une très très bonne relation entre matière visible et matière noire. Alors ça va nous servir, on va voir pour la suite. Alors, quelles sont les hypothèses que l'on a fait lorsqu'on a été convaincu, et ça a été dans les années 1985, plus à l'année 1962-1980, d'obtention de rotation. Et puis, en 1985, c'est aperçu quelque chose, c'est qu'on commençait à voir les petites fluctuations dans le fond cosmologique. Hein, je vous ai montré les petites fluctuations rouge et bleu qui allaient faire les galaxies. Et on s'aperçoit que à la dernière surface de diffusion, donc 400 000 ans après le Big Bang, on a toujours des petites fluctuations qui sont que de 10,5. Or, dans l'expansion de l'univers, l'effondrement des structures n'est pas rapide. Il ne croit que de façon linéaire. Donc là, lorsque vous formez une étoile, vous avez une masse de gaz, et tout d'un coup, elle va s'effondrer pour former l'étoile, et l'effondrement est exponentiel. Il y a un temps de chute libre de 1000 ans, et à former une étoile. Et pour les galaxies, c'est pas du tout pareil, parce que les galaxies s'éloignent les unes des autres. En fait, et toutes les situations qui vont devenir les galaxies sont en expansion. Et l'expansion contrecarre l'effondrement. Donc, si on a des petites fluctuations et on les a mesurées à 10,5, on va pas pouvoir avoir des galaxies au bout. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé en 1985. Et on s'est dit, il faut absolument de la matière noire. Pourquoi? Parce que la matière noire, elle n'interagit pas avec les photons. Elle n'interagit pas avec la lumière, parce qu'elle est noire complètement, elle ne rayonne pas, mais elle n'absorbe pas non plus. Elle est complètement découplée de la lumière. Et donc, elle ne va pas, comme les baryons, faire des danses d'ondes acoustiques au début de l'univers qui empêchent de s'effondrer. Elle va s'effondrer, la matière noire, bien avant que la matière ordinaire ne s'effondre. Et donc, on va gagner du temps. S'il y avait que de la matière ordinaire, on n'aurait pas le temps de former les galaxies. L'expansion gagne. Hein, puisqu'on a 10,5, on peut augmenter que la facteur 1000 depuis cette époque-là et on n'arrivera pas à faire structurer. Donc, l'idée que l'on a vue déjà dans 1985-90 à peu près, c'est que cette matière noire allait former des galaxies noires, si vous voulez, pendant que les baryons dansaient avec les photons. Les matières noires s'effondraient, formaient des structures bien avant. Et à ce moment-là, lorsque
la matière se recombine, forme des atomes d'hydrogène, et puis arrête d'être couplée avec les photons. L'hydrogène tombe dans les galaxies noires et forme des étoiles, etc. Et là, on peut former des galaxies. Donc c'est en 1985 qu'on s'est aperçu qu'il fallait de la matière non baryonique qui n'interagissent pas avec les photons. Et c'est à partir de cette époque-là, en 1985, qu'on a dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette matière noire? Et dans les simulations numériques, ici je montre 3 échantillons de simulations numériques qui ont été faites à peu près à cette époque-là, les 85-90, on a eu des ordinateurs assez pour faire ces simulations. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les petites fluctuations que l'on a observées dans le fond cosmologique, et on s'est dit, avec la gravité et l'expansion de l'univers, on va simuler pour voir si on forme les structures. Alors, il y a 3 types de possibles de matière noire. On l'appelle soit tiède ou chaude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette température de matière noire? Ben, ça veut dire que lorsque se découpe l'univers, elles sont relativistes ou non. Alors, si c'est relativiste au départ, c'est un peu comme les photons, ça va empêcher de former les structures, parce qu'il y a une pression de rayonnement, si vous voulez, hein, parce que c'est des photons, ça va à la vitesse de la lumière, et ça empêche de s'effondrer. Donc c'est ça, parce que c'est très chaud, c'est-à-dire que vous n'aurez pas, par exemple, les neutrinos. Les neutrinos, on sait aujourd'hui qu'ils ont une petite masse, qui est à peu près de l'électronvolt ou moins, et donc ces neutrinos sont relativistes. Parce qu'ils se déglobent, ils vont à la vitesse de la lumière, pratiquement. À ce moment-là, ils forment une pression qui empêche la formation de petites structures. Vous voyez que là, on forme des grands filaments, on forme pas de petites structures. Donc cette matière noire chaude, elle a été éliminée assez rapidement parce qu'elle ne correspond pas du tout à ce qu'on observe. On observe des galaxies, on observe beaucoup de petites structures et non pas seulement des filaments. Alors ces deux-là pourraient marcher, froid et tiède. Froid, ça veut dire que les particules de matière noire sont assez massives au départ, elles ne sont pas relativistes du tout, et donc elles sont froides, c'est-à-dire qu'elles n'empêchent pas la matière de se condenser, et donc toutes les petites structures se forment, et ça peut être ça qui va bien. Alors on l'a appelé cette particule hypothétique, hein, quelque chose qui s'appelle WIMPs, hein, qu'on voit en anglais. Pourquoi? Parce que c'est des particules massives qui interagissent que très très faiblement. Et à l'époque, il y avait justement une possibilité, dans le modèle standard des particules qui se développaient en parallèle, il n'y a aucune possibilité de particules matière noire. Par contre, les physiciens des particules se sont dit pourquoi on n'aurait pas supersymétrie, donc par rapport à l'édifice du modèle standard des particules, il pourrait y avoir des particules supersymétriques. Alors on les classe envers leur spin, il y a des fermions et des bosons, et normalement c'est tous des fermions dans le modèle standard, sauf les particules d'interaction, mais on va supposer qu'il y a beaucoup de bosons dans les particules supersymétriques, et la plus légère dans laquelle toutes les autres se décomposent, c'était le neutralino, et ce neutralino, pendant plus de 30 ans, c'était le principal candidat à la matière noire. Alors voici quelques petites idées de simulation numérique. Vous voyez que on sait aujourd'hui simuler pratiquement tout l'univers visible, tout l'univers qui est dans notre horizon, avec 10 ou 100 milliards de particules dans les calculateurs. Ici, on a des zooms particuliers, on a plein de filaments. Alors, ces filaments, vous allez me dire d'où ils viennent. Eh bien, ils viennent de la structure des perturbations que l'on voit dans le fond cosmologique, hein, par exemple, de certaines fois. On sait quelles sont ces fluctuations, on les développe par la gravité et on a ces filaments. S'il n'y avait pas ces fluctuations-là, celles qu'on observe, on n'aurait pas de filaments. Donc, ce filament, ça dépend des conditions initiales de l'univers et qui ont été observées. Donc, on se maintient à ces filaments. Et en effet, ces filaments, on les observe. Alors, on ne les observe pas en matière noire, mais les galaxies qu'on observe suivent des filaments. Donc, elles sont les traceurs de la matière noire, pas que ça. Donc, ces filaments, on les observe dans les galaxies. Ici, on a un zoom sur un amas de galaxies, ici. Et vous voyez que ça, c'est de la matière noire uniquement. Mais la couleur vous donne la densité. Donc, on voit que, parce que c'est jaune, c'est beaucoup plus dense, parce que là, il y a un amas de galaxies. Donc, beaucoup plus de matière noire, etc. Alors, il y a un certain succès de ces simulations. Hein. Ici, on a en rouge des simulations que l'on présente exactement comme les observations. Les observations sont en bleu ici. Chaque petit point bleu, c'est une galaxie. Donc, quand on fait un survey de galaxies du ciel, on mesure ici la vitesse de la motion par effet Doppler, en regardant les raies. Et donc, on a un peu la profondeur. On a
la position dans le ciel, et on a aussi on a le relief, pas en se servant de l'expansion de l'univers. Donc, on a des structures qui sont des filaments. Vous voyez, ça c'est observé. Et la structure des filaments ressemble beaucoup entre les simulations et les observations. Donc là, cette matière noire qu'on appelle spot marche très bien pour représenter ce qu'on observe à grande échelle, donc les structures filamentaires. Bon, on va voir qu'à petite échelle, c'est pas la même chose, on n'a pas le même accord. Alors, je vais quand même parler pourquoi on s'est attaché à ce WIMP, qui était le neutralino, pendant 30 ans. En fait, il y a ce qu'on appelle un miracle. Pourquoi? Parce que cette particule qui est neutre, le neutralino, quand on indique c'est neutre, elle est sa propre antiparticule. Le proton, vous avez un proton qui est une charge opposée, mais là, c'est sa propre antiparticule. Donc ces particules vont s'annihiler. Donc ici, on a le nombre de particules en fonction du temps. Et vous voyez qu'au-dessus, on a un certain nombre de particules qui est en équilibre avec le rayonnement. Et puis, lorsque l'univers rentre en expansion, les particules s'annihilent, évidemment. Donc le nombre diminue. Et puis, ça va s'arrêter lorsque les particules sont tellement loin qu'elles ne se rencontrent plus. Donc, il n'y a plus d'annihilation. Okay. Donc, on a ce qu'on appelle une abondance relique. On a des reliques. Parce que s'il n'y avait pas cette expansion, tout s'annihilerait, on n'aurait plus rien. On n'aurait plus des photons. Ça arrive d'ailleurs pour la matière aussi. On s'est souvent demandé pourquoi il reste un résidu de matière aujourd'hui. Alors qu'au début, dans le Big Bang, vous avez beaucoup de rayonnement, vous avez autant de matière que d'antimatière. Tout ça s'annihile. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un petit excès de matière, mais c'est 1 milliardième l'excès. Alors, comment on le sait? On a compté le nombre de photons, on a compté le nombre de baryons, et on sait qu'il en reste que 10-9 par rapport à ce qui a existé au départ en équilibre avec les photons. Donc, pratiquement tout s'est annihilé, sauf 1 milliardième est resté. Il y a un petit excès de matière sur l'antimatière. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, fait de matière, alors qu'allez, il devrait y avoir une symétrie matière-antimatière. On n'a pas encore compris pourquoi il y a une asymétrie. Donc ici, c'est pareil pour la matière noire. Donc là, la matière noire va s'annihiler, et puis tout d'un coup, lorsque l'expansion est assez grande, elle se rencontre plus. Et donc, on a un état stationnaire de matière noire. Et donc, il faut qu'il y ait une section efficace de l'animation, qui va être faible, on va connaître, et puis une certaine masse, ça dépend de la masse. Donc, si la masse est 100 fois la masse du proton, ici l'unité c'est GeV, donc 1 GeV c'est la masse d'un proton. Donc si on met 100 fois la masse du proton, à ce moment-là, il reste dans le relique 25%. C'est exactement ce qu'on observe. 25% de matière noire, c'est le contenu de l'univers que je vous donnais dans le camembert initial. Si vous n'avez pas cette masse, vous n'avez pas les 25%, vous avez soit trop, soit pas assez. Donc là, il y a un miracle, il y a un ajustement fin qui est fait avec cette masse-là. D'où, pendant très longtemps, les gens d'abord recherchaient cette particule de masse noire dans les tunnels. Vous avez le tunnel de Grand Sasso, vous avez un détecteur de matière noire. On essaie de détecter, mais depuis 30 ans, on a une limite supérieure qui descend, on n'a toujours pas détecté. Mais surtout, le grand problème, c'est que dans CERN, dans le Large Hadron Collider, le collisionnaire de protons, vous savez qu'on recrée un peu les conditions de Big Bang en faisant un proton et un antiproton qui arrive. On a beaucoup d'énergie et on a une énergie qui va à 1000 et même plus. On est allé à 1000 et au-delà, le TeV, c'est-à-dire 1000 GeV. On est allé beaucoup plus que ça et on n'a pas vu cette particule. On aurait dû la voir. En 2012, on est allé à 125 GeV et on a vu le boson de Higgs à 125 GeV. On l'a mesuré, pourtant il est très peu stable, il ne dure même pas une nanoseconde et on l'a détecté. Or, le neutralino, c'est une particule matière noire qui doit donner au moins 13 milliards d'années, donc triste. Et on l'a pas vu. On l'a pas vu, donc il y a un gros problème. Aujourd'hui, le WIMP n'a plus tellement la cote. Alors, d'autre part, non seulement il n'y a plus cette particule, c'est quand même un problème, il y a aussi un autre problème dans cette relation de Tully-Fisher qui relie la matière noire à la matière visible. Ce que le modèle des matières noires froides prédit, les simulations que je vous ai montrées, prédisent une courbe comme cela. C'est-à-dire que le nombre de baryons, qui est l'ensemble de baryons
universel, qui est 17%, hein, c'est-à-dire 5% sur 3% de matière totale, eh bien, on devrait voir cette courbe-là. On a quoi cette courbe-là? Alors déjà, c'est pas tout à fait la même pente, enfin non, mais c'est surtout que on prédit beaucoup plus de matière ordinaire dans chaque galaxie. Alors ça, c'est un mystère encore, hein, on n'a pas encore bien compris. Donc pourquoi, par exemple, ici, la Voie lactée, elle serait à peu près ici. Donc la Voie lactée, on a un certain nombre de matières ordinaires, on a de la matière noire, mais on aurait dû avoir beaucoup plus de matière ordinaire. C'est-à-dire, il n'y a que 20% de ce qu'on peut avoir qui est dans la Voie lactée. 80% de la matière ordinaire est sortie. Pourquoi? Bon, dans les petites galaxies, c'est encore pire. Presque 90% de la matière ordinaire est sortie. Alors, comment on s'en sort dans le modèle standard de matière noire? Et on dit que lorsque on a une toute petite galaxie, ouais, les supernovae, dès qu'ils se forment un peu d'étoiles, il y a des supernovae qui vont créer beaucoup d'énergie, de vitesse, et qui vont éjecter tout le gaz. Bon, là, ça marche à peu près pour les petites galaxies, mais pour la Voie lactée, les supernovae ne suffisent pas à éjecter tout le gaz. Alors là, il y a une autre solution, qui est celle de dire que, étant donné que chaque galaxie a un énorme trou noir au centre, un trou noir supermassif, de temps en temps, ce trou noir supermassif avale un peu de matière, devient un quasar, quelque chose de très très lumineux, et c'est tellement lumineux que ça éjecte tout le gaz. Alors, il faut quand même qu'on éjecte 80% du gaz de la galaxie. Donc c'est une hypothèse, c'est pas encore sûr, mais vous voyez qu'on a quand même quelques problèmes avec ce modèle de matière noire standard. Alors, on a d'autres problèmes. J'espère que le temps, oui, encore quelques secondes, pour dire que dans les simulations, je vous ai dit que les simulations marchaient très très bien à grande échelle. À petite échelle, alors vous voyez ici c'est la simulation d'une Voie lactée en matière noire, donc on a la Voie lactée. Et ce qu'on prédit, c'est beaucoup de satellites de petites matières noires. Et ça, on ne les voit pas, les satellites. Il y en a 1000, 2000, on n'en voit qu'une douzaine. Et puis il y a aussi un pic de matière noire qu'on devrait avoir au centre. On prédit ce pic et en fait, on voit rien. On voit un cœur de matière noire, un plateau. Donc tout ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Ici, vous voyez, une galaxie naine, eh bien, on la voit. Je ne sais pas si vous la voyez de loin, puis c'est une galaxie qui a des étoiles. Il y a même des amas globulaires. Et on devrait être toute noire, en fait, cette galaxie naine. Alors ici, c'est la masse d'étoiles qu'il y a en fonction de la masse. Et ce qu'on sait, c'est que on ne voit pas les milliers de petits satellites. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient tous noirs. Il n'y a absolument aucune étoile. Mais en fait, il y a plein d'étoiles dans les petits noms de satellites qu'on a vus. Donc là, il y a un gros problème de satellites manquants, de pics de matière noire au centre, etc. Donc, au niveau des galaxies, ça ne marche pas beaucoup. Et d'autre part, comme je vous le disais, dans le modèle standard, qui est fait de quarks, hein, on a les quarks stables, les neutrinos, les électrons, etc. Et puis les bosons d'interaction. Dans ce modèle, il n'y a absolument aucune particule qui n'interagit pas avec les photons, donc qui pourrait être matière noire. Il faut supposer autre chose. Alors, il y en a qui supposent aussi qu'il pourrait y avoir des neutrinos stériles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une neutrino stérile? Vous savez qu'on a des neutrinos ici, 3 sortes de neutrinos ioniques, théoriques, etc. On sait qu'il y en a 3 parce qu'ils s'échangent entre eux. On a résolu ainsi le problème des neutrinos solaires, parce qu'on avait un flux de neutrinos qu'on détectait, qui était venant du Soleil seulement un tiers de ceux comme quoi on s'attendait. Et en fait, c'est parce qu'on détectait que ces neutrinos-là, et que un tiers du temps, ils étaient ioniques, un tiers du temps, ils étaient théoriques, en quelque sorte. Donc ça, on sait qu'il y a un échange entre les 3 neutrinos, et pour qu'il y ait cet échange entre les 3 neutrinos, il faut qu'il soit massif. Donc on a une toute petite masse de neutrinos, mais c'est négligeable par rapport à la matière noire. Donc les neutrinos ne peuvent pas faire la matière noire. Par contre, ils ont une chiralité, en fait, le spin par rapport à la direction ici, elle n'est que gauche. Donc on pourrait supposer qu'il y a 3 neutrinos pour la symétrie. C'est une hypothèse complètement libre, on n'en a aucune vérification, mais on suppose qu'il y a 3 neutrinos, alors qui auraient 1000 fois plus de masse, et donc qui pourraient peut-être faire la matière noire. Mais ils seraient stériles. Pourquoi stériles? Parce qu'on ne peut pas les détecter. Les autres sont actifs. Ils interagissent avec le détecteur. Vous savez qu'il y a des détecteurs à neutrinos qui ont détecté les neutrinos qui viennent du supernovae. Les neutrinos stériles, on ne peut pas les détecter. Donc c'est une hypothèse encore. Alors on a quand même des limites supérieures sur ces neutrinos stériles qui sont
les absorbants devant les quasars. On n'a pas le temps de développer beaucoup, mais dans le spectre des quasars, il y a une raie de l'hydrogène ici, il y a une forêt d'absorbants, et ça nous permet de détecter la structure artificielle de l'univers. Parce que c'est ce gaz hydrogène, on ne peut pas le voir en émission, mais en absorption. Donc ça, c'est un petit détail de cette forêt, et ça nous permet de donner la petite structure, la quantité de petites structures que vous avez. Et donc, si les neutrinos sont là, ils devraient glisser la petite structure, donc ça nous permet d'avoir une masse limite pour ces neutrinos hypothétiques. Il y a aussi un autre candidat de matière noire qui vous avez peut-être entendu parler, ce sont les trous noirs primordiaux. Alors, les trous noirs, on sait qu'il y en a des supermassifs de chaque galaxie, mais pourrait-il s'en créer au début de l'univers? Ça a été une supposition qui n'est pas beaucoup vérifiée aujourd'hui, mais enfin, pourquoi il pourrait y avoir des trous noirs primordiaux? Eh bien, avant même que la matière se forme, dans la première seconde, et même disons 10-40 secondes, c'est vraiment très petit, l'instant juste après le Big Bang, on aurait un horizon, c'est-à-dire que la lumière pourrait parcourir quelque chose de très petit. Et à ce moment-là, ce serait très dense, évidemment. L'univers serait très dense, et on pourrait avoir, si on avait des fluctuations de densité, on pourrait avoir des grumeaux qui seraient des trous noirs, qui seront tellement denses. Alors on peut calculer le trou noir que vous avez à 10-43 secondes, à 10-23, etc. Alors je m'arrête ici, parce que 10 puissance 15 grammes, c'est le trou noir qui, si vous êtes inférieur à cette masse, vous évaporez dans le temps de l'univers. On sait que les trous noirs s'évaporent. Monsieur Hawking l'avait déjà trouvé dans les années 70. Et donc, les petits trous noirs sont plus chauds que les autres, s'évaporent plus vite. Et donc, tout cela, vous les éliminez parce qu'ils devraient avoir disparu. On ne sait pas faire de matière noire, puisqu'ils seraient tous évaporés. Donc, si vous voulez des trous noirs qui restent devant lui, il faut qu'ils soient supérieurs à ça, mais il peut y avoir des masses de l'ordre du Soleil, un peu plus. Alors, le problème, c'est que tous ces objets compacts, on a déjà cherché de voir s'ils existaient par les lentilles gravitationnelles. Et c'est ce qu'on appelle une micro-lentille. Donc, dans les années 90, on a cherché parmi les étoiles des nuages Magellan, qui sont les galaxies les plus proches, on a regardé si ces étoiles étaient déviées par un objet compact qu'on ne voyait pas. Et on a éliminé toutes les masses en matière noire. Donc, et on a éliminé aussi une certaine quantité de candidats, parce que si le trou noir était absorbé par l'étoile à neutrons, l'étoile à neutrons serait exposée. Et ça nous élimine tous ces trous noirs de matière là, parce que les étoiles à neutrons, on les voit, c'est des pulsars, on en a vu 2000 dans la Voie lactée, donc ça ne peut pas être exposé. Donc tout ça nous donne des contraintes que j'ai sonorisées là, en fait. Ici, donc, en fonction de la masse de la matière noire, vous avez toutes les contraintes. Alors ici, c'est la pauvre, tout ça. Et puis ici, vous avez en rose la limite qui est donnée par les lentilles gravitationnelles et en jaune par les étoiles à neutrons. Et ici, c'est la quantité de matière noire que vous pourriez avoir en les trous noirs. Et donc, vous voyez que c'est une limite à 10 et 10-5, c'est extrêmement faible. Donc, à mon avis, l'hypothèse de trous noirs primordiaux comme matière noire n'est pas très plausible. Alors, les candidats, il y en a beaucoup, en fait, et surtout le neutralino. Et aujourd'hui, le neutralino n'existant pas beaucoup dans le CERN, le LHC, on a plein d'autres candidats qui arrivent, donc je n'ai pas le temps de les expliquer. Mais par exemple, c'est le plus en vogue actuellement, ce sont des petites particules, de toutes petites particules qui ont cette masse-là. Vous voyez, je vous ai dit qu'un proton, ça avait la masse d'un gel, 1 milliard de L, et ici, c'est moins 22 L. C'est extrêmement petit, encore plus petit qu'un neutrino. Alors pourquoi on choisit cette masse-là? Eh bien, parce que c'est un peu quantique, en fait. C'est que la longueur de Broglie, qui est égale à la constante de Planck H en mécanique quantique sur l'impulsion, hein, on sait que la xp, la longueur de l'impulsion sont égales à par le produit. Donc la longueur de Broglie, elle est h sur lv. Donc si m est très petit, vous avez une longueur de Broglie très grande. C'est ça l'idée.
c'est que au cœur de matière noire que vous avez au centre de chaque galaxie, qui fait environ 3000 années-lumière, eh bien ce 3000 années-lumière, c'est la longueur de De Broglie de la particule. Donc on aurait, en quelque sorte, un boson, plus d'un boson, on va supposer qu'il existe, hein, c'est une pure hypothèse, et ce boson va se concentrer, une concentration de Bose-Einstein, parce que ce n'est pas un fermion, qui peut se concentrer énormément. Il va faire comme un soliton au centre de chaque galaxie, et c'est ça qui va faire le cœur de matière noire dans chaque galaxie. Donc voici quelques simulations numériques de cette matière en flou, parce qu'en fait, elle est la boule d'onde. Elle fait un cœur, ici on a un soliton, vous avez deux galaxies en interaction, deux galaxies de matière noire quantique en quelque sorte, avec une longueur de voile ici, et puis vous avez des tas d'interférences quantiques, donc d'ondes d'interférence, qui vous font des granules, et qui normalement devraient avoir un effet sur les étoiles, parce qu'elles vont chauffer les étoiles. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, de simuler, voir si ce candidat pourrait être un candidat plausible. Ça, vous avez des galaxies, alors ces ondes, c'est pas le café quantique, c'est quantique et macroscopique, hein, c'est pas presque tout à fait quantique en fait. Et donc, vous voyez, on a un soliton au début, puis ensuite on a des ondes un petit peu à toute échelle. Là, on a plusieurs galaxies dans les filaments, et on a encore des ondes en plus grande échelle dans les filaments. Donc, tout ceci, c'est une hypothèse qui vous montre que les astronomes ont énormément d'imagination et essaient d'avoir toutes les solutions possibles, mais on va voir si elle tient longtemps. Le profil, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Donc, je passe un peu là-dessus, et je vais finir en disant qu'il y a quand même la solution que même Zwicky donnait à l'époque, c'est-à-dire, après tout, cette matière noire, on a la mesure que la de gravité. Elle ne se manifeste pas autrement. Donc, il y a une dégénérescence ici. Soit vous dites que la gravité, c'est pas celle de Newton, celle d'Einstein, et vous avez besoin de plein de matière noire, ou alors, vous pouvez vous débarrasser de cette matière noire, que je ne vois pas et qu'on n'a pas vu dans les accélérateurs, en disant, ben, finalement, c'est la loi de la gravité qu'il faut changer et il n'y a pas de matière noire. C'est l'un ou l'autre. Mais comme de toute façon, la gravité, personne à ces échelles-là n'est allé la vérifier, je vais vous montrer que finalement, on a besoin de matière noire que bien au-delà du système solaire. Dans le système solaire, il n'y a pas de matière noire. On n'en a pas besoin. Donc, personne n'a fait, sauf les astronomes, n'a testé la gravité à grande échelle. Et donc, est-ce que elle pourrait changer la loi de gravité? C'est ce qu'avait supposé déjà Milgrom en 1983, mais personne n'y avait cru à l'époque. En 1983, c'était l'époque où justement on avait réalisé qu'il fallait de la matière noire exotique, Babylon Barlini. Parce qu'il avait remarqué, oui, c'était vraiment très, maintenant on l'a encore plus vérifié, mais à l'époque c'était juste une tendance, c'est que le rapport entre la masse dynamique et la masse visible, donc si ce n'est pas un, il y a peu de matière noire, si vous voulez, eh bien, ça se manifeste, ça c'est le rapport entre les deux. C'est un, lorsque l'accélération de la gravité est très forte, et puis en dessous d'une certaine valeur, vous voyez que c'est 10.10 mètres par seconde carré, c'est-à-dire 10 moins 11 fois la gravité que nous avons ici sur Terre. Avec le G de la gravité sur Terre, on a 11 ordres de grandeur pour arriver à cette accélération de gravité critique. Donc, cette accélération-là, le système solaire, il est là. Donc, tout ce qu'on a mesuré, c'était, on n'a pas besoin de matière noire, la gravité est la même. Et Einstein et Newton, ça revient même ici pour nous. Donc, on a une nécessité de matière noire, donc matière dynamique, qui est différente d'une matière visible, à très faible champ de gravité. Donc, c'est à très faible champ de gravité qu'il faut changer la loi. Donc, on fait une extension, en fait, de tout le système solaire est valable, tout ce qu'on a vérifié sur la loi d'Einstein. Même pour champ fort, près d'un trou noir, on l'a vérifié complètement, mais en champ fort, elle n'a pas de raison de changer. Elle ne change que très loin, par exemple, très loin dans une galaxie très massive, ce n'est pas à partir de le rayon du soleil et au-delà qu'on a besoin de matière noire. Au centre de la galaxie, on n'en a pas besoin. Alors, dans une galaxie naine, on en a besoin dès le départ parce que l'accélération est faible. La masse est très faible. On a des galaxies naines qui peuvent être 1000 fois moins massives que la Voie lactée. À ce moment-là, il y a besoin de matière noire dès le centre d'une galaxie naine. Donc, c'est pas seulement au bord des galaxies. Si les galaxies petites, on a besoin dès le centre. Et parce que le champ de gravité est faible.
Donc c'est seulement en champ faible qu'on a besoin de changer la loi. Et donc la loi, par exemple, ce qu'on appelle WON, modification de la gravité, c'est une loi qui ne serait plus en 1 sur R2, mais en 1 sur R, dès qu'on descend en dessous de cette accélération critique. Et donc on a bien et tous les plateaux de courbe de rotation sont constants par construction. Et on a la boîte de Fischer aussi, qu'on n'avait même pas expliqué aussi par construction. Donc là, je ne le dis pas, mais ça, c'est un peu ça. Et ça, c'est exactement obtenu directement. Alors, pour le modèle matière noire, on avait des problèmes pour l'expliquer. Et de même, ici, vous avez une galaxie un peu naine, avec une accélération qui est assez faible dès le départ. Donc là, la loi de la courbe de rotation donnée par les étoiles est celle-ci. Il y a plus de gaz que d'étoiles dans cette galaxie naine. Et puis, vous voyez, les points de mesure sont là. Et la courbe, c'est la courbe de galaxie modifiée, de gravité modifiée. Donc, on la modifie dès le centre de la galaxie parce que la gravité est faible. Par contre, ici, vous avez une forte, vous voyez que là, c'était 60 km par seconde. Ici, vous avez une galaxie massive qui tourne à 200 km par seconde. Et là, il n'y a pas besoin de changer la loi de gravité, on la change qu'au bord. Ainsi de suite. Et finalement, toutes les courbes de rotation, soit qu'elles montent, soit qu'elles descendent, elles sont toutes bien représentées par un changement de la loi de gravité. De même que pour l'influence sur la stabilité, donc je n'ai pas le temps de... Alors, il y avait juste un gros problème pour cette loi de modifier, c'est que dans les amas de galaxies, ça ne marche pas. Ça marche très très bien pour toutes les galaxies, mais pas pour les amas. Les amas, vous avez le fameux amas de Boole, qui est une collision entre deux amas de galaxies. Ce que vous voyez en rouge, c'est les rayons X. Donc on a vu que tous les baryons de matière ordinaire étaient dans le gaz très chaud qui est le rayon gaz. Et puis en bleu, vous avez la matière totale qui est déduite des lentilles gravitationnelles, des arcs. Et puis en blanc, vous avez les galaxies. Donc ce que vous voyez, c'est que le petit amas là est passé à l'intérieur du gros. La vitesse, on ne peut pas la mesurer par l'effet Doppler puisqu'elle est dans le camp du ciel, mais on peut le mesurer par l'onde ici de choc. L'onde de choc nous dit que c'est Mach 3. Donc c'est quand même 4700 km/s de collision entre les deux amas. Et puis, évidemment, le gaz, il s'arrête, parce qu'il est visqueux, il va s'arrêter longtemps. Par contre, les galaxies ne se voient pas, ils se traversent, et puis la matière noire aussi. Donc on voit que dans ce système-là, on a pu séparer matière noire et matière visible, puisque la matière visible est rouge ici, et les galaxies contiennent assez peu. Donc, quand on fait les calculs, évidemment, on n'a pas exactement matière visible égale matière noire, puisqu'on sait que dans une galaxie, la matière noire n'est qu'au bord, et là, on voit qu'on manque de matière noire. Pourquoi? Parce que le champ de gravité n'est pas assez faible pour être en dessous de l'accélération critique, on n'a pas assez d'effet de modification. Donc, on a un gros problème. On a aussi un problème pour la matière noire, parce qu'on a pu montrer que la matière noire n'était pas en collision. Donc, ça nous donne aussi des contraintes sur la matière noire éventuelle. Donc là, je passe un petit peu. Je crois que je le passerai aussi sur le fait qu'on ne connaît pas tous les baryons. Donc ça, et puis, il y a une expérience que l'on a fait récemment, qui est très intéressante, qui est, vous avez entendu parler des ondes gravitationnelles qu'on a mesurées. Et on a mesuré les ondes gravitationnelles qui ont été faites par deux étoiles à neutrons qui tournaient l'une autour de l'autre et qui ont fusionné. Et on a détecté les ondes gravitationnelles au même instant, pratiquement à quelques secondes près, à 2 secondes près, que tout le rayonnement électromagnétique qui s'en est suivi. Lorsqu'il y a eu cette fusion, il y a eu comme une kilonova, beaucoup de rayonnement électromagnétique. Et il est arrivé en même temps. Or, le temps de trajet, c'était 130 millions d'années. Parce que la galaxie était proche qu'on s'en aime 130 millions d'années. Ce qui fait que, si ça arrive à une seconde près, ça veut dire que la vitesse des ondes gravitationnelles, c'est la même que la vitesse de la lumière. Ça, c'est très important. On a pu démontrer que la différence des deux vitesses, ondes gravitationnelles, là, c'était la même à 10,15 près. Ça, c'est la première fois qu'on a pu faire cette mesure. C'est dû aux ondes gravitationnelles. Et alors, ça, c'est fantastique parce qu'on a pu éliminer la moitié des modèles de gravité modifiée. Parce que certains modèles de gravité modifiée ajoutent des champs scalaires, etc. Et à ce moment-là, la vitesse des ondes gravitationnelles n'est plus la même que la vitesse de la lumière. Et totalement,
celle qui avait été imaginée pour rendre la théorie de monde, de minimum, compatible avec la relativité générale, ça s'appelait TEVES, donc il y a un champ tensoriel de Terrier-Scanet. Elle a été éliminée du même coup. Donc ça, alors, il en reste encore la moitié des modèles de gravité modifiée, donc ils sont encore en cours. Il y a même quelqu'un qui, en 2019, a trouvé l'extension à cette loi qui vérifiait cette égalité entre les deux vitesses. Donc tout ça est en cours, en travaux, et rien n'est perdu. Mais c'est quand même difficile. Je veux dire que c'est pas si facile que ça de modifier la gravité et de trouver quelque chose qui correspond aux observations. Donc je vais lasser et je termine là la dernière possibilité, théorie, nouvelles idées, qui me semble nouvelle, et celle de Berlin 2 ici, Amérique Berlin 2, qui est de dire que la gravité n'est pas vraiment une force, c'est une force émergente, en quelque sorte. C'est une maximisation d'entropie. Donc là, je se base sur un peu l'entropie du trou noir, en fait, qui était due à Hawking et Wittgenstein. Donc là, je ne vais pas rentrer tout dans les détails. Mais pour vous donner une idée de sa nouvelle conception, en fait, de la gravité, c'est que, par exemple, vous avez, pour un gaz parfait, là, qui est représenté ici, vous savez que on n'a pas de température, bien sûr. Vous avez des mouvements browniens, qui sont des vitesses, et à grande échelle, vous avez une température. C'est une quantité émergente, ça n'existe pas à échelle microscopique. Ici, pareil, pour par exemple, une force qui serait due à un polymère. Le polymère a une interaction microscopique qui attire le polymère entre eux. Donc vous avez une résistance, lorsque vous tirez sur les LMR, vous les tirez. Et donc ça me fait vous avez un désordre plus ou moins grand, et lorsque vous tirez, vous avez une force qui en fait n'est pas une force, c'est juste une minimisation d'entropie. Donc il y a un petit peu l'idée, c'est que la gravité est quelque chose qui nous apparaît à grande échelle et qui vient d'une force microscopique à petite échelle, des petits phénomènes dont on ne sait pas ce qu'ils sont, qui leur proposer quelque chose d'ailleurs, mais qui sont dus sans doute à un phénomène quantique, et qui n'est pas une vraie force. Donc c'est ça l'idée. Et l'idée que serait à l'échelle microscopique, c'est justement cette intrication quantique. Donc, cette intrication quantique, on sait qu'elle existe, on s'en sert d'ailleurs dans la photographie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait qu'en mécanique quantique, les systèmes sont décrits par des paquets d'ondes, et lorsque deux systèmes sont en interaction, ils ont un paquet d'ondes commun. Et lorsque deux particules, mettons A et B, s'éloignent ensuite l'une et l'autre, elles gardent en fait ce souvenir de l'interaction commune. Lorsque vous faites une mesure en A qui est très très loin, eh bien en B vous avez réduit le plafond d'onde et vous avez modifié l'onde en B, et ça a toujours été un énorme mystère, parce que on dirait que l'information va plus vite que la vitesse de la lumière, vu que c'est instantané. À un moment, on a vérifié cet état jusqu'à 100 km en laboratoire. Et donc on sait qu'il y a un problème qu'on n'arrive pas à c'est contre-intuitif, on n'arrive pas à s'expliquer. Donc cette intégration quantique, Berlin 2 se propose de dire que justement, c'est cette variation d'intégration quantique à petite échelle qui va nous créer ce problème de gravité et de matière noire à la fin. Donc il essaie de calculer cette entropie ici, dans une forme relativement simple finalement. Et je passe par les détails. Je pense qu'il développe la quantité de matière noire qui en découle de cette... il n'y en a pas de matière noire, mais de matière noire équivalente, apparente. Eh bien, il retombe sur une gravité qui est modifiée en champ faible. Un petit peu comme pour Monde avec Maïwenpo. Ça, c'est intéressant. Donc, deux possibilités d'avoir cette intrication quantique. Et quand on regarde un petit peu dans les amas, l'aspect nouveau par rapport au modèle de Monde, c'est que dans les amas, il marche beaucoup plus. Donc, on avait vu dans les amas, il y avait un gros problème, ça marchait au niveau de galaxie, pas dans les niveaux d'amas. Dans les niveaux d'amas, on a quelque chose qui marche beaucoup mieux que pour la théorie de Moy. Donc, certains ont fait les hypothèses, par exemple pour les ondes, les arcs gravitationnels liés aux lentilles. Un accord assez bon a été fait avec les observations. Donc, c'est quelque chose en travaux qui vient d'arriver, donc qui va peut-être être éliminé dans les années futures, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose assez nouveau comme idée.
donc va développer. Donc si je conclue, on a vu que les galaxies et les USDC, ce n'était que 0,5% de tout le contenu de notre univers. On a vu qu'on manquait quand même pas mal de matière ordinaire qui est en forme noire. Ça, on espère le résoudre. Et puis, il y a cette fameuse matière noire exotique. Donc, si on ne modifie pas la gravité, on est obligé de supposer qu'il y a un candidat, maintenant qu'il est entre 10-22 et 1012 R. Vous voyez un peu le gaz de masse qu'on est obligé de supposer. Et donc, ça veut dire qu'on n'en sait rien du tout. On a quelques contraintes. Ça n'est pas formidable pour l'instant. Et puis, l'hypothèse de gravité modifiée est toujours en travaux. Et peut-être ce sera l'une ou l'autre qui va dire. Merci. Comment vous pouvez essayer de détecter les neutrinos alors que vous connaissez rien sur eux? Et la même hypothèse, c'est la même. Pendant un moment, vous parlez de la condensation de Bose-Einstein. Mais vous faites ça parce qu'évidemment, ça se condense complètement au mieux que si c'était thermodynamique, je pense. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et comment vous faites pour détecter tout ça? Alors pour les neutrinos, les WIMS, les neutralinos par exemple, on pensait que s'il y en a au moins un sur des milliards qui doivent arriver, qui interagit avec le détecteur, mais le détecteur maintenant il fait une tonne, il y a un xénon une tonne, un gaz assez rare donc qui interagit pas, etc., qui est purifié d'éléments radioactifs sous les tunnels pour ne pas avoir de rayons cosmiques. Donc tout ça on se met dans des conditions idéales. On pense que si une partie de matière noire arrive, elle va quand même rencontrer un noyau et le faire reculer. C'est juste un effet de moment cinétique, de recul. On ne pense pas qu'elle va interagir, mais qu'elle va faire reculer. Et à ce moment-là, on détecte une neutrino qui recule. Et pour cette section efficace de recul, on est tombé à 10-40. On est tombé on a des ordres de grandeur. Parce que quand on a commencé en 83, on est au haut de l'échelle, on a tombé. Maintenant, ça n'interagit plus, on va tomber au plancher des neutrinos, on va détecter une neutrino cosmique qui interagissent que très peu, mais qui... Donc, voilà l'espoir qu'il y avait que ces WIMS, que ces neutrinos puissent interagir avec un détecteur, c'est uniquement mécanique. Alors maintenant, pour les bosons, on sait que le condensé de Bose-Einstein qui existe, il y a l'hélium 3, etc., donc, on peut supposer que si la particule de boson existe, elle va se condenser, ça c'est clair. Et donc, si on prend la masse comme ça, la longueur de Broglie est bien 3000 années-lumière, et donc on a bien les cœurs qu'on observe de matière noire dans les galaxies, parce que ce plateau, on l'observe. Le plateau de matière noire au centre des galaxies, on l'observe. Oui, ensemble. Je voudrais revenir sur la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles avec deux ondes de différence. Bien. Mais comment sait-on que la lumière est partout en même temps que la lumière? Oui, parce que c'est une kilonova, c'est une explosion de supernova qui arrive une fois tous les 1000 ans. Ouais. Et qui est arrivé à le même endroit parce que on a fait une alerte. L'onde gravitationnelle est arrivée et toutes les alertes sont parties et tous les télescopes optiques, radio sont penchés et on a eu la kilonova qui était ce qu'on appelle une suite de la fusion des étoiles à neutrons. Il y avait de la matière autour, contrairement aux fusions des trous noirs qui n'avaient rien autour, donc on a vu que les ondes gravitationnelles. Là, on a vu les ondes électromagnétiques et il y a eu un phénomène fantastique, une kilonova qui n'arrive pas d'habitude. Donc la coïncidence entre les deux à une seconde près, on ne peut pas le faire que si c'est le même événement. Et en plus, on a détecté toutes les lanthanides. Vous avez sans doute vu ça dans les presses, l'église, etc. Les lanthanides, il y a du platine, il y a de l'or, etc., qui ne se fait que dans la fusion des neutrons. Et ça, on a détecté les raies de ces lanthanides, le platine, l'or, tout l'or qu'il y a sur Terre n'est fait que dans la fusion des étoiles à neutrons. Ça, on l'a vu. Donc, là, ça ne fait pas un doute que la luminosité fantastique qui est arrivée à ce moment-là, à une seconde près, c'est la même que celle qui est arrivée dans la fusion des étoiles à neutrons, avec toute la formation de ces éléments. Donc, pourquoi on forme tous ces éléments après? C'est que dans une étoile, ce qui forme par les réactions nucléaires, ça va jusqu'au fer.
plus stable. Après, c'est plus stable. Et après, il faut bombarder de neutrons pour faire tous les éléments. Et là, on a 2 étoiles à neutrons, on a plein de neutrons à bombarder, et hop, ça fait tous les éléments. Oui, merci pour l'exposé. Je voulais savoir si les modèles de gravité émergents vers Linke constituent une voie vers la gravité, des modèles de gravité quantique. Oui. Et les relations avec la gravité quantique, la boucle. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de relations, notamment un peu la théorie holographique et le fait que on a une limite quantique, même de l'information. On n'a pas eu le temps de parler des trous noirs. On s'est souvent posé le fait que les trous noirs, il y avait beaucoup d'informations sur les étoiles qui tombaient en trou noir. Après, on perd toute l'information. Et King avait montré que l'information se trouvait sur la surface. C'est-à-dire qu'on n'a pas autant d'informations qu'on le croit, parce qu'on s'arrête à la taille de Planck. On n'a pas l'infiniment petit n'est pas infiniment petit. Et donc, dans la gravité quantique à boucle, on s'arrête à une taille et il y a rien au-dessous de la taille. Donc, on n'a pas autant d'informations. On peut aller à l'infiniment grand, mais l'infiniment petit n'existe pas. Donc, c'est la même chose. Est-ce que finalement, la pseudo-matière noire qu'on observe, là, c'est un phénomène. Alors là, l'intrication quantique explique de l'aspect quantique de la gravité. Que ça serait juste un effet quantique Voilà, ça c'est l'idée de Berlin 2 qui n'est pas encore bien prouvée. Hein. C'est une idée, mais il me semble que ça va dans le bon sens parce que c'est vraiment la gravité quantique qu'on ne connaît pas. Et c'est certainement là qu'on va avoir la solution. Mais dans quel sens? Peut-être se fourvoie dans ce sens-là, c'est peut-être une autre direction. Et c'est le seul qui a essayé de mettre un peu de quantique dans la gravité. Quand vous dites qu'il n'y a pas de matière noire dans le système solaire c'est quelque chose d'assez étendu. Ça marche jusqu'à 2 années-lumière à peu près. Et donc, en fait, toutes les étoiles, s'ils sont entourées de 2 années-lumière, où est-ce qu'il y a cette matière, quoi? Eh bien, en fait, on n'a pas besoin de matière noire, même au niveau du Soleil dans la galaxie. C'est après le Soleil. Donc ça, c'est quelque chose... C'est-à-dire qu'on est suffisamment près du centre, vous voulez. Et en plus, alors, il y a plusieurs réponses à votre question. En fait, les gens qui recherchent la matière noire dans les tunnels ont difficulté à admettre ça. Parce que sinon, s'il n'y en a pas au niveau de Soleil, c'est pas la peine de chercher dans les tunnels. Donc, ils ont supposé que s'il y avait de la matière noire au bord, il y en avait fatalement au centre. Ce qui est possible, parce que c'est difficile d'imaginer qu'il y a un anneau comme ça, et que la matière noire qui va dans tous les sens n'arrive pas un peu au centre aussi. Donc, par généralisation, on a besoin d'un halo, en fait. On n'a pas besoin de matière noire au centre, mais donc il est possible qu'il n'y en ait pas, mais quand même, on peut supposer que s'il y a un anneau, il y a un peu qui va aller au centre. C'est pas incompatible, vu de barre d'erreur, qu'il y ait un peu de matière noire, même si on n'a pas besoin. Mais en tout cas, pour la gravité faible, le champ de gravité, si on va à une à des lumières, il est assez faible pour qu'on ait toujours Einstein et on n'a pas besoin de modifier la gravité. Là, c'est plus une question de matière noire. C'est une question, faut-il modifier la gravité? Est-ce que la gravité est assez faible à 2 années-lumière du Soleil? Oui, elle est assez forte pour que ce soit encore la gravité newtonienne. Ça fait plusieurs fois que j'entends dans les conférences ou que je lis, tout comme toujours dans la praxe, au sens spécialisé, et vous l'avez évoqué, cette température dans les amas de galaxies, cette température brûlante qui atteint 100 millions de degrés. Comment on la mesure, mais d'où provient, quelle est l'explication, je dirais, de cette température? C'est assez simple. Et cette énergie? C'est assez simple. C'est l'énergie à l'équilibre du viriel, de l'amas. L'amas est très profond. Il contient, on avait dit 10 puissance 14 fois la masse du Soleil. Donc c'est 1000, 2000 galaxies qui sont réunies. Donc le puits de potentiel est très grand. Et donc dans le puits de potentiel, si vous mettez des billes, par exemple vous mettez des billes qui arrivent à B égale 0 au bord, eh bien par la potentielle, elles vont avoir une certaine vitesse. Eh bien c'est ça. Imaginez qu'il n'y ait pas de frottement, évidemment. Donc la vitesse
alors que la bille était à 0. Donc là, les molécules, elles vont à 1000 km par seconde, parce qu'elles sont tombées dans un puits de potentiel qui lui a redonné de l'énergie gravitationnelle. Et donc, c'est les mouvements browniens des molécules qui font la température. La température, elle ne suit pas. Et là, c'est 1000 km par seconde, ça équivaut à 100 millions de degrés. Donc, elles sont à l'équilibre du viriel. L'énergie potentielle égale l'énergie cinétique. Donc, elle est à l'équilibre en plus parce que on pourrait dire, bon, ça va peut-être se refroidir. En effet, ça rayonne un peu, mais ça rayonne en collisionnant. Et donc, c'est proportionnel à la densité au carré. Il faut que deux particules collisionnent. Et donc, on n'est pas assez dense pour qu'elles se refroidissent. Alors là, il y a un problème très intéressant, c'est qu'au centre, on pensait qu'il y aurait des flots de refroidissement, parce qu'au centre, ça commence à être dense. Alors, pour vous donner une idée, combien de particules par centimètre cube il y en a 10 moins 3 particules par centimètre cube au centre de l'amas, et 10 moins 6 particules par centimètre cube au bord. Pour vous donner, dans cette pièce, il y a 10 puissance 23 particules par centimètre cube. Hein, donc, c'est faible. Hein. Et donc, elle n'arrive pas à collisionner pour rayonner, parce qu'il faut qu'elle collisionne pour rayonner. Donc, on pensait quand même qu'avec 10-3, on arriverait un peu à avoir du gaz qui se refroidit et tombe. Et on s'est aperçu que ça arrive de temps en temps, mais il y a un trou noir qui arrive au centre et qui repousse le gaz, et en fait, il se refroidit dans des bulles. Donc, on a des petits flux de refroidissement, mais c'est pas assez pour changer l'équilibre. On peut poser la question. On a quand même 100 millions de degrés, et de temps en temps, on a un petit peu de gaz qui refroidit, qui tombe au centre, et qui enrichit la galaxie centrale, qui est énorme, qui a avalé toutes les galaxies, et puis qui a un petit peu de gaz de temps en temps. Merci. Une question très simple. Vous avez mentionné tous les espaces se referment. Vous l'avez peut-être expliqué, mais je l'ai peut-être pas perçu. Qu'est-ce que vous entendez par là? L'espace se referme. Oui, il y a écrit tous les espaces se referment. Trou noir, prime anglais. Tous les espaces se referment. Ah, oui, ça veut dire que l'espace de liberté que l'on avait pour parce qu'on avait les masques aussi. Donc les gens ont dit pour les masses d'une masse solaire, etc. On a déjà fermé cette possibilité par les lentilles, micro-lentilles gravitationnelles. Et puis il y avait des petits espaces qui encore cette masse-là n'avait pas été éliminée encore, et maintenant c'est éliminé. Donc et puis l'espace du WIMP, il se referme aussi puisqu'on l'a pas vu dans le CERN. Donc c'est toutes les possibilités. On avait encore plein d'espace, maintenant on n'en a plus, quoi. On est obligé d'aller voir les actions de 10-22 On est retranché dans des petits espaces de liberté pour trouver une solution. Ouais. Alors, il va falloir m'excuser parce que ce n'est pas une question scientifique du tout. Simplement, vous parlez de Stephen Hawking, qui donc est intervenu. Est-ce que vous pouvez savoir comment Stephen Hawking pouvait exprimer quelque chose dans ce domaine, dans l'état où il était? Oui, c'est. Moi, j'ai connu au début de ma carrière, j'ai connu Stephen Hawking lorsqu'il était dans les conférences. Il n'était pas encore dans l'état où je l'avais vu à la fin, et il était très lucide, très intelligent. Il pouvait parler encore. Il était juste une chaise roulante. Il pouvait parler, il comprenait, il échangeait. Donc c'était à cette époque-là. Donc je parle de 75-80 où je suis arrivée dans le milieu. En 75-80, il parlait. On pouvait parler avec lui. Donc c'est à cette époque-là, en 73, il a parlé de l'évaporation des trous noirs. Et c'était à cette époque-là. Ensuite, je pense qu'il avait des expériences de pensée. Il pouvait lire et penser. À la fin de sa vie, il faut dire que c'était pas tellement possible. Parce que, en fait, les médecins ne pensaient pas qu'il vivrait jusqu'à 75 ans, comme ça. On pensait que, dans tout le début de sa maladie, il était assez lucide, et il pouvait lire, parler. Puis après, il y avait un robot qui parlait à sa place, et après, il pouvait plus bouger. Moi, c'est à la fin, je pense que c'était pas tellement possible. Il y a pas une légende autour de ça. Est-ce que vous avez une préférence dans les 30,
Non, moi je suis complètement agnostique. J'attends de savoir si on détecte une particule, je dirais bon, matière noire, et si on détecte rien, et que nous, on travaille sur les deux sujets. Donc on travaille sur les actions actuellement, on a travaillé beaucoup sur les vagues modifiées, on a beaucoup travaillé sur la Terre noire pâte, on a fait des simulations numériques, et on travaille sur les deux, comme ça on est sûr de gagner. Vous êtes chef de la liste, on a plein d'autres nouveautés qui viennent ouvrir de nouveau cet espace qui se referme. Voilà. Et ainsi, il y a une nouveauté, on va se faire quelque chose qui... Par rapport à l'évacuation des trous noirs que vous avez évoqué, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que c'est possible que de la masse soit perdue d'un objet qui ne laisse pas sortir la moindre matière ou lumière? Oui, donc les trous noirs, donc j'en ai pas dit en effet, on définissait le trou noir, et il faut avoir quelque chose de compact. C'est pas une question de masse, c'est une question de compactification. Et donc il faut calculer la vitesse d'échappement de la lumière de cet objet compact. Cet objet compact, c'est M, du fond, et un certain rayon de l'horizon qu'on va déterminer, l'horizon étant au-delà duquel la matière ne pourra plus sortir. Donc la vitesse d'échappement, vous dites que l'énergie cinétique V au carré est égale à l'énergie potentielle M sur R. Donc, lorsque V2 égale C2, donc ça veut dire que l'objet est tellement compact qu'on peut trouver un rayon qui contient tout ça, et qu'on a quand même la vitesse d'échappement qui est à la vitesse de la lumière ne peut pas sortir. Donc, et c'est ça qui est la définition de l'horizon du trou noir. Et en effet, on a quand même des millions, des milliards de petits trous noirs dans la Voie lactée. On avait détecté déjà il y a 30 ans. Puisque lorsqu'une masse stellaire explose en supernova et que le résidu est supérieur à la masse de chambre à écart, 3 masses solaires, à ce moment-là, on a un trou noir. Et les trous noirs, on les observe lorsqu'il y a une binaire. La plupart des étoiles sont binaires. Donc, lorsqu'une étoile est devenue trou noir et l'autre tourne autour, eh bien, vous pouvez, avec la vitesse, savoir autour de quoi elle tourne. Et si cette masse-là est supérieure à 3 masses solaires, c'est un trou noir. Et on a la preuve. Et on peut même mesurer toute la masse qui tombe sur le trou noir, puis fait un indice de la pression, on a des nœuds. Et on a ainsi, comme il y a 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, il y en a peut-être 1 milliard qui a fait un trou noir. Donc on a 1 milliard de petits trous noirs dans la Voie lactée. En plus du très gros trou noir que le centre de Chapelle. Donc là, c'est la compartification. C'est ça. Il faut que ce soit. Et en effet, pourquoi une étoile elle devient comme ça, c'est qu'au début, vous avez, lorsqu'elle n'a plus le combustible qui maintient le soleil comme bon, ensuite, vous avez un état où les fermions donnent une pression de Pauli. Ça, c'est la naine blanche. Ensuite, les étoiles à neutrons, aussi la pression de Pauli. Et ensuite, vous n'avez plus rien qui fait de la pression au-delà de ça, et donc vous avez... Alors là, encore une fois, vous allez me dire, est-ce qu'il y a une singularité? Qu'est-ce que c'est? Ben, on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas cette fameuse graphie quantique. Sans doute, il y a la mécanique quantique en là, c'est tellement compact. Donc, on saura répondre à cette question lorsqu'on aura une gravité quantique. C'est par rapport aussi à devant des événements un peu tout ce qui se trouve derrière. Il n'a aucune idée de ce qui peut se passer, mais on sait que la vitesse pour échapper à l'attraction du trou noir depuis ce camp est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, c'est impossible dans ce type. Dans ce cas, comment est-ce qu'un trou noir peut disparaître si rien ne peut... C'est évaporé, je veux dire. Oui, ça m'apporte. Eh bien, ça m'apporte parce que autour, en dehors du temps, il y a un vide quantique, donc qui n'est pas fait de rien, mais des fluctuations. Il y a, par exemple, des paires, création de paires très rapides. Et il y a un biais pour que le trou noir absorbe l'antiparticule et la particule s'en va. Alors, finalement, le trou noir, sa masse diminue, parce qu'il absorbe l'antiparticule et puis les particules s'en vont, et s'évaporent. C'est ça. Est-ce que vous pourriez bien expliquer les espaces au-delà de ce qui est super rare Justement, à la dimension ou sur une dimension. Oui, en fait, si la masse
si la masse, la densité de l'univers est assez dense, il suffit, enfin, ça vient des équations d'Einstein, hein, on prend l'équation de la relativité générale, et on voit que si la densité est supérieure à cette densité critique, finalement, en quelque sorte, l'univers, bon, il y a pas seulement l'expansion qui retombe, qui devient, mais il y a aussi la géométrie dépend de cette densité. Et ça, c'est dans l'équation. Je peux pas expliquer intuitivement, mais quand même, on peut s'imaginer que si c'est dense, il va se recourber sur lui-même, en quelque sorte. Donc la courbure est positive et l'univers est fini. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est de dire que il n'y a pas de bord, mais on revient toujours sur soi-même. Et ça, on a bien vu qu'on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et le contraire, infini si la densité est très faible. Et en fait, c'était à l'époque où on supposait que la constante cosmologique était nulle. Alors, cette constante cosmologique a une grande histoire, c'est que Einstein l'avait ajoutée à ses équations, comme vous savez, et puis ensuite, c'était juste pour annuler l'expansion. Il pensait qu'il n'y avait pas d'expansion, et puis ensuite, quand on a vu qu'il y avait l'expansion, il dit que bon, c'était une erreur, il fallait l'enlever. Et finalement, personne ne l'a remise, parce que c'était quand même un tabou de dire qu'Einstein avait tort, donc personne ne l'avait remise jusqu'en 1998. Et en 1998, on s'est aperçu que l'expansion était accélérée, donc il fallait une constante cosmologique. Donc Einstein avait encore tort. Vous allez juste expliquer peut-être la coïncidence de voilà. Et l'inflation grâce à l'inflation. Voilà. Oui, vous avez raison, c'est le problème de l'horizon et de la platitude. La platitude, on s'attendait pas à ce que ce soit plat parce que quand on regarde les équations, il suffirait qu'il y ait epsilon 10-15 d'écart à la platitude pour que ça croisse exponentiellement et on soit pas plat aujourd'hui. Alors donc ça, on l'a résolu. De même que le point de l'horizon. Le point de l'horizon, c'est le fait que nous sommes tous, chaque point de l'univers est entouré d'un horizon qui est la taille de l'horizon, c'est la grandeur qu'a parcouru la lumière depuis le Big Bang. Donc elle a parcouru 13,8 milliards d'années-lumière. Donc on est entouré de cet horizon et on verra pas au-delà puisque les galaxies qui sont au-delà auraient pris plus de temps à nous envoyer un photon que l'âge de l'univers. Maintenant, cet horizon était tout petit. À l'âge où on a observé cette fluctuation, cet horizon, il faisait 400 000 ans. Puisque c'était 400 000 ans après le Big Bang. L'horizon faisait 400 000 ans, donc il faisait 1 degré sur le ciel. Et donc, on voit ce fond cosmologique qui est homogène à 10,5 près, alors que c'est fait de milliers d'horizons qui font 1 degré et qui ne se connaissent pas entre eux. Comment ont-ils pu communiquer, puisqu'il aurait fallu plus vite que la lumière pour communiquer? Et donc, ça, c'est le gros moyen de l'horizon. Pourquoi la température est la même à 10,5 près, alors que ces petits horizons ne se connaissent pas? Et donc, on a été obligé d'inviter l'inflation. Donc, tous ces petits horizons seraient venus de la même fluctuation du vide, qui serait devenue, en 10,32 secondes, tout début du Big Bang, aurait cru d'une fluctuation quantique à une taille macroscopique. Donc, 30 ordres de grandeur. Donc, ça viendrait de la même bulle. Ça, c'est la théorie de l'inflation, mais tout ça, c'est des théories. Rien n'a été encore vérifié. Mais ça résout le problème de la platitude, parce qu'évidemment, une petite région qui augmente de 10 puissance 30, ça devient plat. Donc, on résout le problème de la platitude et de l'horizon. Il faudra un autre séminaire pour l'inflation. Déjà, école. Ça des ressources. Juste une petite question. Puisque l'univers est là, selon vous, est fini, moi j'ai... Pour l'instant, il est infini, pas de problème. On est infini. On est infini, mais de toute façon, on ne peut pas le savoir, puisque, comme je vous dis, on est limité par l'horizon. Alors, quand on va vers l'horizon, comme vous savez, on observe de plus en plus loin, on remonte le temps, puisqu'on voit les objets jeunes, tels qu'ils étaient lorsqu'ils nous ont envoyé le photon qui arrive aujourd'hui, mais des milliards d'années après qu'ils l'ont émis. Donc, on fait de l'archéologie, on voit les objets tout jeunes, et on voit le Big Bang. Lorsqu'on arrive près de l'horizon, on voit le Big Bang. Mais, évidemment, aujourd'hui, c'est pas le Big Bang, c'est juste les photons qui nous arrivent de là, et on voit cette surface constante, avec des petites fluctuations. Mais alors, derrière cet horizon, il y a plein de galaxies, sans doute qui vont jusqu'à l'infini, mais on n'en sait rien.
théoriquement. Normalement, avec l'univers plat, ça doit être infini. Mais bon, ça, c'est l'équation d'Einstein. Hein, bon. Peut-être si. Où en est-on de la recherche des monopoles magnétiques? Ah non, il n'y en a plus. C'est fini. Les gens cherchaient très longtemps, mais il n'y en a plus. C'est fini. Ils ont abandonné la recherche. Il n'y en a pas. Et de même, tous les défauts topologiques, il n'y en a pas. J'ai une question naïve. Hein. Vous parlez de l'énergie vide, de l'UTS quantique, parce qu'il y a des particules, les autres, il y a plus d'effets. Donc, ça veut dire qu'il y a de la masse mais, associée à ce. Il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de masse. C'est le vide. Il n'y a pas rien, mais c'est du vide. C'est-à-dire qu'il y a autant de fluctuations négatives que positives. Et c'est très transitoire. Ça dure 10 ou 30 secondes. Et il y en a autant de positifs que de négatifs. En moyenne, c'est zéro. Il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de masse. C'est zéro énergie en moyenne. Mais il y a des petites bulles positives, des bulles négatives. Et on pense qu'une bulle positive a pu donner à l'univers. Puisque je peux commencer avec une question naïve, je vous poser à vous demander. Vous parlez là de nouveau, le temps que pour gester un travail, on regarde en bas, on regarde en arrière. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas nous voir nous-mêmes? Ben non, parce que l'univers n'est pas fini et n'est pas... parce que les gens ont cherché ça. Les gens ont cherché dans le fond de l'univers, par exemple Planck, mais les satellites Kobe, WMAP avant, ils ont dit, bon, si l'univers, par exemple, il y avait l'univers chiffonné, par exemple, de Luminé, ou l'univers qui était, qui se reproduisait lui-même comme un motif, qui devenait périodique. Et donc, on aurait pu voir, parce que alors là, on a beaucoup d'horizons. Donc, on voit beaucoup plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on ne voit pas au-delà d'horizons. Là, on voyait beaucoup d'horizons. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on revoit dans cette zone-là la même chose qu'il y a dans la zone ici? On a fait plein de corrélations croisées et il n'y a rien du tout. Donc, l'univers ne se replie pas sur lui-même. Il n'est pas chiffonné. Donc, c'est vraiment un univers infini et on ne revient pas sur son propre chemin. Dans l'univers fini, on va dans un côté, comme la surface de la Terre, on revient sur son chemin. Et ce n'est pas le cas. On n'est pas dans cette configuration-là. On part d'un côté et on va jusqu'à l'infini, mais on ne retourne pas sur son chemin. Quel est le destin long terme de notre univers, en fait, l'accélération? Ah oui. Alors, bon, toute précaution gardée, parce que si on extrapole ce qu'on connaît aujourd'hui, alors c'est un univers de Sitter qui commence exponentiellement. Alors, on a 70% d'énergie noire. Il faut dire que auparavant, il y en avait 0%. 70%, et bientôt il y aura 100%. Puisque cette énergie noire, elle ne décroît pas, alors tout le reste décroît et elle ne décroît pas. Donc, on va être à un univers de 2 Sitter, sans matière, donc tout dilué, et tous ces cartes. Alors, j'ai dit avec précaution, hein, parce que on a vu qu'il y avait beaucoup de retournements, c'est comme à la bourse, si vous faites des extrapolations, vous êtes très riche, mais après, ça retombe. Et si on extrapole, oui, c'est indéfini. Merci pour toutes ces explications. Est-ce que, pour ce poursuivre, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur l'énergie noire? Oui, alors l'énergie noire, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que, non, c'est pas grand-chose, mais pourquoi elle est là? En 98, donc, on a observé des supernovae qui sont des chandelles standards. C'est-à-dire que c'est des supernovae de type 1A. C'est une binaire avec une étoile naine blanche et une étoile ordinaire. Et à ce moment-là, il y a de la masse de l'étoile ordinaire qui tombe sur la naine blanche. Que se passe-t-il? Il y a eu une supernova et qui a toujours la même courbe de lumière parce que c'est dû à la radioactivité de cobalt et de nickel. Donc on connaît cette montée, cette descente. On sait qu'il y a ça dure un mois et que le pic est toujours lié à la taille. Donc on a un moyen de savoir la distance. Et cette distance, elle va au-delà de la moitié de l'âge univers, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. À présent, pour avoir la distance de quelque chose, on se basait sur l'expansion. On disait l'effet Doppler, ok,
Ça, c'est pas un effet Doppler vraiment. Enfin, l'expansion, on a une vitesse, donc on en déduit la distance. On ne pouvait pas savoir si l'expansion est accélérée ou pas, puisqu'on se basait sur l'expansion pour avoir la distance. Donc il nous fallait un indicateur de distance indépendant de l'expansion. Donc ces supernouvelles nous l'ont donné. Et tout d'un coup, on a observé ces supernouvelles lointaines avec le Hubble, et on s'est aperçu qu'elles étaient beaucoup plus loin qu'on prévu. Pour leur décalage vers le rouge, puisqu'on avait aussi l'arrêt. On avait le décalage vers le rouge, donc on l'aurait mis à cette distance-là. En fait, elles étaient beaucoup plus loin, avec l'indicateur de distance basé sur la radioactivité. Donc c'était une expansion accélérée. Alors ça, c'était une grande surprise, parce que normalement, l'expansion devait être décélérée. Quand on lance une pomme, elle va retomber grâce à sa gravité. Donc là, l'univers est en expansion, mais elle se décélère parce que la gravité retient. Donc là, si ça s'accélère, c'est qu'il y a quelque chose qui repousse. Et donc, il nous faut une force négative pour une densité d'énergie positive. Donc une pression qui est égale à moins fois quelque chose ρ. Alors que normalement, on a un gaz ici, on a P égale K ρ. La densité, la pression est positive. Là, il y a un signe négatif. Donc il y a une force de répulsion qui accélère l'expansion. Donc on invente. On se dit, bon, ça adore. Ce que vous voyez avec de façon très simplifiée, c'est l'échange de l'énergie cinétique associée à l'expansion accélérée de l'univers et cette énergie noire qui vient d'une force connéquente. Voilà. C'est ça? Voilà. Et comment on sait qu'elle représente 60%? Parce que, en fait, elle se conduit comme une constante cosmologique. Le peu qu'on sait, parce que on est en train de lancer un satellite qui s'appelle Euclid, qui sera lancé en 2021 par l'Europe, et qui va mesurer, c'est un télescope spatial comme Hubble, mais qui va mesurer 12 milliards de galaxies. Donc on va pouvoir mesurer leur vitesse et échantillonner un petit peu la taille de l'univers pour voir l'expansion en fonction du temps. Parce que pour l'instant, on a l'expansion aujourd'hui, on n'a pas l'expansion partout. Donc on a un tout petit peu la connaissance et on sait que c'est à peu près une constante cosmologique, alors que toutes les autres densités décroissent avec l'expansion. Par exemple, la densité de la matière ordinaire, elle décroît comme 1 sur le volume. La densité en expansion, c'est décroît comme le volume. Donc la densité de baryons va décroître, les photons aussi, encore plus, c'est 1 sur R4 parce que l'énergie décroît encore plus. Tout décroît, et là, c'est une constante cosmologique, donc ça prend le dessus. Donc au bout d'un moment, ça va être 100%. Aujourd'hui, on est 70, et dans le passé, c'était 20, même 10, et 0. Donc aujourd'hui, on est 70, ce qui est bizarre, et c'est un peu particulier. Oui, vous avez parlé de la gravité quantique, mais qu'en est-il à ce jour des recherches dans la théorie des cordes où on a 10 dimensions de ce temps? Oui, elle n'a pas bonne cote. Donc, ces fameuses dimensions, elles peuvent expliquer une barre de choses. Et en fait, c'était une belle théorie mathématique. Oui. Mais hélas, elle n'a prédit rien du tout. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on ajoutait une constante. Et c'est un peu comme les épicycles. Et on n'a rien prédit et finalement, ça marche pas bien. Comme il y a... Alors, il y avait 25 dimensions ou 26, et puis avec la supersymétrie, on avait diminué à 10. Et la supersymétrie n'existe plus. Dans le LHC, on n'a pas vu de superparticules. Donc on est revenu à 26. Et ces 26, on ne les voit pas. Ben, je pense que je voudrais mieux la gravité quantique à boucle. Ah oui, elle est plus séduisante. Dans la supersymétrie, On les aurait vus, hein, ces particules. Et bonsoir, vous avez parlé de théorie modifiée de la gravitation pour laquelle la gravitation ramenerait en 1 sur R au lieu de 1 sur R2. Il y a une gravitation qui est en 1 sur R, ça veut dire avec une influence plus grande à grande distance. Alors quelles seraient les implications d'une telle gravitation modifiée sur le facteur oméga dont vous avez parlé, ainsi que sur l'accélération de l'univers et sur le destin de l'univers? Pas grand-chose en fait, quand on regarde bien, parce que cette théorie, elle est faite pour représenter les observations. Donc on a quelques paramètres libres aussi dans cette gravité modifiée. On rajoute un champ stellaire, vectoriel, tensoriel, et on les rajoute pour que ça corresponde à ce qu'on a observé. Donc pour oméga, ça ne change rien.
Là, il y a une bonne question qu'on peut dire, c'est que on avait vu qu'on avait besoin de matière non baryonique pour former des galaxies de matière noire avant que la matière lumière tombe dans ces potentiels de matière noire. Mais là, on n'a plus besoin de ça, puisque la gravité, au début, elle est en champ faible, hein, les fluctuations. Et en champ faible, on a beaucoup plus de gravité, et donc on arrive à former les galaxies parce que la gravité est plus forte. Alors que dans la gravité d'Einstein, on n'arrivait pas. Il nous fallait la matière noire qui se condense bien avant. Et là, on n'en a plus besoin. Donc, ça marche mieux parce que la gravité est très faible au départ. Donc, tout a l'air de marcher. Enfin, bon, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Hein. Et alors, cela, pour Oméga, ça va. Mais c'est pas sorcier, c'est qu'on a fait tout pour, ça va. Oui, hein, c'est une gravité modifiée qui fait court.